Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, comme la présentation l'a montré, je suis chercheuse au CNRS et je fais donc de la recherche fondamentale. Je le précise parce que beaucoup de personnes, bien sûr, travaillent sur les abeilles, mais dans un souci à la fois de conservation des abeilles, directement, je veux dire, ou dans un souci d'améliorer la production apicole. Donc, moi, c'est ma recherche, elle n'est pas sur ce volet-là, directement, bien sûr, bon, je présenterai en discussion qu'évidemment mes recherches ont un impact là-dessus, mais c'est vraiment de la curiosité scientifique pour essayer de comprendre comment cet insecte en particulier voit le monde, comprend le monde et qu'est-ce qu'il y a dans sa petite tête, tout simplement. Donc c'est de la pure curiosité scientifique, bien sûr, après les connaissances sont toujours des utilités, mais ce n'est pas le but, l'utilité n'est pas le but de mes recherches. Alors déjà, pourquoi l'abeille? Il faut savoir que l'abeille, ça fait très longtemps, déjà depuis les Grecs anciens, depuis Aristote, que c'est un sujet d'étude pour les scientifiques. Et en particulier, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sur ses capacités d'apprentissage. Donc pourquoi l'abeille, elle serait si bonne que ça à apprendre? Tout simplement parce que naturellement, dans sa vie d'abeille, les abeilles donc, vont aller butiner sur les fleurs, mais en faisant ça, elles démontrent ce que l'on appelle une constance florale, ce qui veut tout simplement dire que lorsqu'elles trouvent du nectar ou du pollen dont elles nourrit dans une fleur donnée, elle va apprendre les caractéristiques de cette fleur, donc sa forme, sa couleur, son odeur, afin d'aller visiter les fleurs autour qui ressemblent. Et donc, nous, on sait que si elles se ressemblent, ce sont des fleurs de la même espèce. Alors, pourquoi fait-elle ça? Elle fait ça tout simplement que ça augmente son rendement. Parce qu'à un moment donné, dans une prairie, par exemple, il y a énormément de fleurs qui sont ouvertes. Mais elles n'ont pas toutes du nectar. Chaque fleur va donner du nectar au moment où elle a besoin d'être pollinisée, puisque c'est la récompense qu'elle donne aux pollinisateurs en échange donc de leur visite et du pollen. Mais elles restent ouvertes beaucoup plus longtemps que ça. C'est vraiment un instant très donné et elles sont ouvertes plus longtemps. Et surtout, les fleurs vont s'organiser dans une prairie, ce qui fait qu'il y a des fleurs qui vont donner du nectar le matin, d'autres le midi, d'autres le soir, etc. Il y a toute une dynamique de la récompense en nectar par les fleurs. Et ça, l'abeille, elle ne peut pas le savoir à l'avance. Elle ne met pas avec un catalogue de toutes les fleurs qu'il y a dans son environnement et leur profitabilité, etc. Elle doit tout apprendre. Donc, elle a en gros l'idée de ce que c'est une fleur, c'est-à-dire qu'elle est plutôt attirée par les choses symétriques, etc., ou un peu des formes de fleurs. Mais au-delà de ça, elle doit tout apprendre. Et donc, pour en revenir à ma constance florale, c'est beaucoup plus efficace pour l'abeille d'aller visiter des fleurs d'une même espèce à un même endroit, tout simplement parce que ces fleurs-là de la même espèce ont le même patrimoine génétique, etc. Et donc, à un même endroit, elles ont une bien plus grande probabilité d'être matures au même moment et de donner du nectar au même moment. Donc, elle va augmenter sa rentabilité. Et en plus, c'est très utile pour les fleurs elles-mêmes, parce que du coup, elle va prendre du pollen sur une fleur et l'amener sur une fleur de la même espèce. Et donc, le pollen est efficace et il n'est pas perdu. Donc, c'est une coévolution très pratique pour la relation fleur-abeille. Mais du coup, la constance florale, elle implique de l'apprentissage et de la mémoire. Donc, puisqu'elle doit à chaque fois, et bien sûr, elle met ça à jour tous les jours, elle va mettre à jour son apprentissage en fonction des fleurs qui deviennent rentables, celles qui ne le sont plus, et puis surtout des lieux, parce que les abeilles, elles ont tendance à apprendre, ok, je sors de ma ruche le matin, je dois aller à tel endroit, je préfère prendre telle fleur, ensuite je vais à tel autre endroit, etc., etc. Elles font plusieurs cycles dans la journée et plusieurs fleurs dans la journée en fonction des horaires, comme je vous disais juste avant. Et en plus, l'abeille, c'est un insecte social qui ne vit pas seule. Elle vit que dans une ruche, dans une colonie, et elle ne récolte pas la nourriture que pour elle-même. Elle va prendre un tout petit pourcentage, 1%. Mais les butineuses, elles récoltent principalement la nourriture pour l'ensemble de la ruche. Et donc, il faut qu'elle retourne à la ruche à chaque fois qu'elle a l'estomac plein. Elle ne peut pas vivre en dehors de la ruche plus que quelques heures. Et donc, pour ça, elle a aussi besoin d'apprentissage. Puisqu'elle a bien une espèce de boussole. Alors, ce n'est pas une boussole magnétique, c'est une boussole qui est basée sur la lumière polarisée. Donc, la lumière polarisée, c'est quoi? Nous, on ne l'aperçoit pas, hein, donc c'est très difficile d'imaginer. Ce que nous expliquent les physiciens, c'est que le Soleil, lorsqu'il pénètre l'atmosphère, ça va polariser les molécules, les lumières. Et du coup, ce que voient les abeilles, grâce à leurs ocelles, ce qu'elles voient, c'est des bandes comme des rayures dans le ciel qui sont orientées vers le Soleil. Et elles peuvent utiliser ça, du coup, pour savoir où elles sont dans l'espace. Et elles ont aussi des notions de distance. Et donc, grâce à ça,
fur et à mesure, elles mettent à jour leur compteur quand elles se déplacent, et donc à un instant donné, elles savent environ à quelle distance, à quelle orientation elles sont de la ruche. Et donc elles peuvent revenir plus ou moins en ligne droite. Sauf que ça, ce n'est pas extrêmement précis, surtout qu'elles peuvent aller à plusieurs kilomètres de la ruche à chaque voyage. Et donc à plusieurs kilomètres, vous imaginez qu'on fait une toute petite erreur, ne serait-ce que de 0 à 1 degré, on passe à des centaines de mètres de la ruche. Donc, elles utilisent aussi l'apprentissage visuel, c'est-à-dire qu'elles apprennent les repères qu'il y a autour de la ruche, dans un rayon assez grand, voire sur tout le chemin. Et donc, elles ont là aussi besoin d'apprendre en permanence parce que ces repères, ils peuvent changer. Bien sûr, quand on déplace la ruche, mais même au cours du temps, évidemment, il peut y avoir des changements dans la nature. Donc, tout ça fait que l'abeille, naturellement, elle a besoin d'apprendre. Et en plus, pour être un animal modèle, c'est-à-dire un animal utilisé par les chercheurs, principalement, il y a choisir parmi toutes les centaines de milliers d'espèces qu'il y a, il faut être un animal pratique. Et l'abeille, elle est très pratique, puisque comme elle est domestiquée, il est très facile de la trouver, de la garder en grand nombre, de l'élever. Par exemple, voilà, à l'université de Toulouse, là, à Vendeuil, on a un rucher. Et donc, on a nos abeilles à 10 mètres presque du laboratoire, c'est extrêmement pratique. Et puis, donc, ces petites abeilles, comme elles se nourrissent pour la ruche, elles ont ce que j'ai appelé là une motivation infinie. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que lorsqu'on fait des tests d'intelligence ou de cognition chez les animaux, il faut en général leur donner une récompense. Tout simplement pour les motiver à faire la tâche. Sinon, ils vont vite se lasser, surtout si c'est une tâche qui est compliquée, qui leur demande de l'attention et de l'énergie. Donc, par exemple, chez les singes, on va pouvoir leur donner des petits bouts de banane, un bout de jus de fruits, ce genre de choses. Mais même si on donne des bonbons ou du jus de fruits, qui est assez peu, on se lasse assez peu vite, néanmoins, malgré tout, ces animaux, au bout de 10, 15, 20 fois, ils n'en veulent plus. Donc, on ne peut pas faire beaucoup d'essaimages. Là où l'abeille, en fait, plus on lui donne du sucre, parce qu'en gros, le nectar, c'est de l'eau sucrée, donc moi, je vous donne de l'eau sucrée, plus on leur donne du sucre, plus elles en veulent, parce qu'elles nourrissent la ruche, et que les copines à la ruche, elles disent que c'est super ce que tu nous ramènes, retourne en chercher. Donc, on a la possibilité de travailler tous les jours très facilement à côté du laboratoire avec des animaux qui sont disponibles en très grand nombre, hein, puisque dans une ruche, il y a plus que 30 000 ou 40 000 individus, donc moi, j'en teste une par jour, donc je donne. Voilà, donc c'est assez pratique aussi. C'est important, je le mentionne toujours, parce que en recherche, on ne va pas sur n'importe quel animal au hasard. Il faut aussi que ça soit pratique, soit très particulier pour répondre à une question très précise, soit pratique. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, depuis des siècles, l'abeille a été fortement étudiée par de nombreux chercheurs. Et puis l'abeille, elle a un cerveau. Donc peut-être vous n'avez jamais pensé que les insectes avaient des cerveaux. Ils ont bien sûr un peu des ganglions tout au long de leur corps, mais ils ont un vrai cerveau intégré qui fait quand même 1 million de neurones. Donc c'est un chiffre raisonnable. Nous, on en a 100 milliards, donc 100 000 fois plus. On pourrait mettre 100 000 cerveaux d'abeilles dans l'autre, donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, mais c'est quand même déjà raisonnable, 1 million. Et le cerveau, il fait à peu près 1 millimètre cube, donc il est visible à l'œil nu. Et ce cerveau, il est organisé, hein, comme le nôtre, il est fait de neurones, hein, comme les nôtres, c'est assez proche de ça. Et il est organisé en aires. Donc, par exemple, j'ai mis un code couleur, hein, c'est pas le cerveau, il est tout blanc. Mais voilà, par exemple, en jaune, ça va être des neurones qui vont traiter l'information visuelle. En rouge, justement, c'est là où va se faire la navigation. C'est là où elle va utiliser sa boussole dont je vous parlais. En vert, c'est ce qui vient des antennes, etc. Et la partie, justement, grise, ou violette, la grise, c'est la partie où tout cela est intégré. C'est vraiment la zone qui est responsable de l'intelligence de l'abeille. C'est là où elle va intégrer toutes les informations qui viennent de ces différents sens, qu'elle va prendre des décisions, qu'elle va apprendre, mémoriser, etc. Et donc, je vous en parle parce que parmi les insectes, il y a un autre insecte modèle très très utilisé en recherche, qui est la drosophile. Je n'ai pas mis de photo parce que c'est moche. Non, mais c'est les petites mouches, les petits moucherons que vous avez dans vos fruits, voilà, qu'on a dans les cuisines. C'est vraiment très très commun. Mais alors en recherche encore plus, puisque c'est des animaux qui ont une reproduction très rapide, qui peuvent être maintenus en petits tubes à essai par centaines. Et en fait, on peut faire des tas de modifications génétiques. Donc on peut faire ce qu'on veut avec les drosophiles. Et notamment, là, tu m'intéresses du coup à l'intelligence et à la cognition, et ben on peut allumer un neurone, éteindre un neurone, en augmentant la température ou en changeant la lumière. On fait vraiment ce qu'on veut, donc ça peut permettre vraiment de comprendre tous les mécanismes du cerveau, en tout cas en principe. Sauf que malheureusement, parce que votre question qui m'intéresse, c'est que la drosophile, eh ben, elle n'est pas très intelligente par rapport à l'abeille, et on le voit avec la structure de son cerveau. Donc déjà, il est plus petit, parce que c'est un animal plus petit, mais même sans ça, en fait, en proportion, vous voyez que la partie grisée, elle est toute rabougrie par rapport.
Donc, rien qu'avec le cerveau de l'abeille, on voit qu'au sein des insectes, c'est effectivement un animal activé, intelligent, en tout cas voilà, au sein des insectes. Et donc, souvent, on me demande, mais comment on fait pour travailler sur l'abeille, pour savoir justement ce qu'elle abeille a dans la tête? On utilise des méthodes vraiment extrêmement simples et très peu sophistiquées, mais bien pensées. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vais travailler vraiment en extérieur, pas très loin des ruches, tout simplement pour que les abeilles soient libres de venir à mon dispositif. La raison de ça, c'est que une abeille libre va montrer le meilleur de son comportement. Si je l'enferme en laboratoire et que j'essaie de lui faire passer des tests, elle est stressée, et évidemment, ça marche moins bien, même si on induit de la motivation alimentaire. Donc, les abeilles viennent par elles-mêmes. Donc, on ne peut travailler qu'en été, c'est la petite limitation, mais que, voilà, moi, j'ai contrebalancé par une collaboration déjà depuis des années avec l'Australie. Donc, pendant les hivers européens, on va en Australie pour bénéficier des étés australiens. Donc, maintenant, ce n'est plus moi qui y va, mais ce sont les étudiants. Ça marche très bien, c'est très agréable. Surtout qu'après, j'ai travaillé à Londres pendant 2 ans, où je n'ai pas eu d'été pendant 2 ans, donc ça a compensé. Donc, comment on fait? Tout simplement, je vous disais, on doit mettre une récompense pour que l'animal ait envie de venir travailler. Et donc, on utilise tout simplement de l'eau sucrée pour l'abeille. Puisque le nectar, il a quelques organismes, mais principalement c'est de l'eau sucrée. Alors là, moi, j'utilise vraiment de l'eau très sucrée. La moitié de sucre et la moitié d'eau. C'est presque un sirop. Donc, elles aiment vraiment ça. On leur apprend petit à petit, par étapes, parce que donc, lorsqu'elles trouvent du sucre quelque part, elles vont tendance à revenir tout simplement pour en chercher. Et donc, elles ont l'habitude de venir sur ma table, voilà, c'est une petite table, pas très loin. Et ensuite, je mets le sucre dans dans ce qu'on appelle le labyrinthe en Y, elle va rentrer dedans par étapes, etc. Et ensuite, l'avantage de ce petit dispositif, qui est vraiment très simple, par contre, c'est qu'il permet à l'abeille de faire un choix. Parce que bien sûr, moi, je veux qu'elle fasse un choix pour savoir qu'est-ce qu'elle est capable d'apprendre et si elle peut comprendre la règle d'idée, par exemple. Donc là, elle doit faire un choix, elle rentre, tout est fermé, j'en fais rentrer qu'une à la fois, c'est important, je teste une abeille à la fois pour bien comprendre tout son historique et sa prise de décision. Donc on a la marque avec un petit peu de peinture, voilà, encore. Et donc elle rentre, elle a un choix. Donc là, par exemple, c'est la première fois qu'elle rentre, elle va jouer des bleus, elle va choisir au hasard. Peut-être qu'avant, elle a été sur une fleur jaune, elle va choisir le jaune, donc peu importe. Et moi, bien sûr, en amont, j'ai décidé quel était le bon choix. Donc par exemple, là, moi, je veux qu'elle aille sur le bleu. Donc, sur le jaune, elle va soit rien trouver, soit vous avez une petite pipette pour mettre de la récompense, soit elle trouve rien, soit, même quand c'est une tâche difficile, je peux mettre une solution amère de quinine. Donc, c'est pas bon, elle n'aime pas ça, ça la blesse pas, mais c'est vraiment pas bon. Donc, ça la motive à faire le bon choix. Et donc, elle va rien trouver quelque chose qui ne lui plaît pas, donc elle va aller voir l'alternative, le bleu, et là, elle va trouver du sucre. Constance florale, que je vous disais tout à l'heure, pour elle, c'est une fleur très particulière, hein. Et bien, le coup d'après, lorsqu'elle revient, c'est après, elle va à la ruche, elle va ramener son sucre, elle revient. Le coup d'après, quand elle revient, et ben, elle a envie d'aller sur son lit. Et là, ça va marcher très bien parce que c'est très facile pour elle d'apprendre bleu versus jaune. Donc, le coup d'après, elle va aller sur le bleu. Bien sûr, on peut changer le côté, etc. Dans les expériences que je vais vous montrer après, c'est pas aussi simple et donc elle va faire beaucoup d'erreurs jusqu'à ce qu'elle comprenne la règle du jeu pour obtenir le sucre à tous les coups. Mais les abeilles restent motivées pendant toute la journée, même si elles font beaucoup d'erreurs. Donc, c'est pratique pour nous. Et ensuite, comme ça, on peut voir ce qu'elles ont appris. Mais le principe de base, il est vraiment très simple pour travailler avec elles. Donc avant de vous expliquer un petit peu les types de tests qu'on peut leur faire passer, il faut quand même que je vous dise ce qu'elles voient. Alors je ne veux parler que de la vision, je ne veux pas dans l'autre sens, parce que faut bien faire des choix, et parce que principalement, moi, je vous intéresse à ce domaine-là. Donc les yeux des abeilles, comme tous les insectes, ce sont des yeux à facettes, qu'on appelle aussi des omatides scientifiquement. Donc là, je vous ai fait un petit zoom, et en fait, on voit vraiment bien. Puis il y a des petites facettes, c'est des yeux composés. C'est l'avantage de ces yeux-là par rapport aux autres, c'est qu'ils sont très bons pour détecter les mouvements. Tout simplement parce qu'en fait, chaque facette, c'est un pixel et c'est connecté à un neurone. Et donc, l'abeille va être capable de détecter qu'un objet, il arrive sur une facette, puis sur l'autre. Et donc, elle va pouvoir vraiment détecter le mouvement très fin, qui va maintenant activer une facette et après l'autre. Alors que nous, on est beaucoup moins bon en mouvement. Et donc, par exemple, ici, probablement que c'est une lumière classique, elle va le voir en stroboscopie parce qu'elle a un mouvement extrêmement élevé. Et l'avantage de ça, c'est que ça évite les collisions quand on vole, etc. C'est très pratique d'avoir des mouvements très fins. La contrainte de ça, c'est un pixel par omatide, donc elle voit assez flou, parce que c'est beaucoup moins précis que nous. Mais néanmoins, elle se débrouille. Et elle voit bien sûr les couleurs. Je dis bien sûr parce que les fleurs, comme vous savez, sont très colorées.
Et c'est justement ce qui a donné l'impulsion à l'un des chercheurs en abeilles le plus connu, Carl Goldfish, parce qu'il a eu le prix Nobel. Hein, ses études datent du début du XXe siècle, 1900-1918. Mais voilà, il a découvert la danse des abeilles, je vous parlais tout à l'heure. Et il a aussi découvert que les abeilles voyaient les couleurs. Il a eu cette intuition, puisque c'est des fleurs, les fleurs sont très colorées. Probablement qu'elles voient les couleurs. Et donc oui, on voit les couleurs, c'est bien connu, à peu près de la même façon, sauf qu'elle ne voit pas tout à fait les mêmes couleurs. Puisque elle voit dans l'UV, et elle ne voit pas dans le rouge. Donc il y a un décalage du spectre, là, et donc, par exemple, il y a beaucoup de fleurs qui ont des couleurs UV. Donc des couleurs que nous, on ne voit pas. Et donc, sur ces petites images, à chaque fois à gauche, en jaune, vous voyez la fleur telle que nous, on la voit. Ce sont des fleurs qui nous paraissent toutes jaunes. Et à droite, en fait, on a utilisé un filtre pour faire ressortir l'UV. Donc, il apparaît soit en noir, soit en rouge, là, suivant les filtres qu'on utilise. Mais ça vous montre que la fleur, elle a en fait deux couleurs. Un jaune et un UV. Mais nous, on voit que le jaune. Donc, les fleurs, en fait, ont des couleurs bien plus riches pour les abeilles que pour nous. Et donc, elles ont évolué pour les pollinisateurs, et donc, on en profite depuis peu. Et donc, malgré le fait qu'elles voient flou, elles ont quand même des bonnes reconnaissances visuelles, parce que, par exemple, l'exemple le plus sympa, elles sont capables de reconnaître nos visages. Alors, elles ne sont pas aussi douées que nous, hein, bien entendu, il leur faut un peu d'apprentissage, mais du coup, on utilise le même principe, c'est-à-dire que sur une photo donnée, on va donner du sucre, et pas sur l'autre, et puis on regarde si l'abeille, elle ne se trompe pas. Et donc, ça nous dit, bah oui, elle sait faire la différence entre ces deux visages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise un peu les mêmes mécanismes que nous, c'est-à-dire en s'intéressant aux yeux, à la position relative des yeux, du nez, de la bouche. Donc c'est très proche de ce que nous, on va faire pour reconnaître des visages. Et elle peut les reconnaître, quelle que soit l'orientation du visage, quelle que soit, je ne vais pas montrer là, mais l'émotion, si on est triste, si on rit, etc. Et donc à l'époque, c'était super grand bruit, tout simplement parce qu'à l'époque, les logiciels de reconnaissance faciale étaient vraiment à leur balbutiement. Et typiquement, la rotation, le fait de rajouter un accessoire, des lunettes par exemple, de changer la couleur des cheveux, ou l'émotion, en fait, était très compliqué pour les logiciels pour s'en sortir. Maintenant, bien entendu, on a décrit tous ces problématiques-là, mais à l'époque, du coup, les ingénieurs qui s'intéressaient à ces questions-là se sont inspirés de ces travaux chez l'abeille. Là, je vous dis, bah, on est poussé par la curiosité, mais ça a des applications qu'on n'imaginait pas, puisque du coup, le fait que l'abeille utilise les mêmes mécanismes comme nous, je vous disais, les relations entre les différents éléments du visage, notamment ce qu'on appelle la configuration spatiale, ils se sont dit que ça devait être une méthode efficace, puisqu'elle a un petit cerveau, donc elle doit être efficace dans ses calculs. Et ils se sont mis à essayer de modéliser ça par des réseaux de neurones, etc. Et donc c'est comme ça que c'est devenu beaucoup plus efficace, alors qu'avant, ils étaient sur une reconnaissance pixel par pixel, qui est beaucoup moins efficace, parce que ça change très facilement dès qu'on change, typiquement, je vous disais, d'émotion, d'expression faciale. Bref, c'est un exemple, et donc ces recherches ont été financées par la NASA. Voilà, l'histoire. Voilà, donc après cette petite introduction sur ce que voient les abeilles, je vais vous présenter un petit peu certaines de leurs capacités. Donc, j'ai pris quelques exemples pour pouvoir vous expliquer vraiment l'expérience en entier, parce que l'idée aussi de vous montrer la démarche de comment on va tester une capacité cognitive chez un animal. Donc, je vous présente chez l'abeille, mais on ferait la même chose sur une autre espèce. Hein. Le principe est vraiment le même. Donc, une des sortes d'intelligence, des niveaux d'intelligence très connus et très discutés en cognition, c'est la capacité de faire des catégorisations. Des catégories, la catégorisation. Donc, les faire des catégories, c'est quoi? Je vous donne cet exemple-là, par exemple. Là, vous avez les catégories feuilles. Ok, on va toutes les appeler par le même nom, feuilles. Et en fait, on s'en fiche un petit peu des caractéristiques précises de ces feuilles. On sait que c'est une feuille. On l'a appris durant notre enfance. Et notre cerveau, il a mémorisé une définition de feuille générique. C'est plat, ça a un pédicule, une certaine gamme de couleurs. Quel est l'avantage de ça? C'est qu'on va nous présenter une nouvelle feuille qu'on n'a jamais vue. Enfin, c'est une feuille de gynécolobiloba, qui est très rare chez nous. On sait ce que c'est. Et on sait ce qu'on est censé faire avec. Bon, nous, pas grand-chose avec ces feuilles, mais vous imaginez que ça marche pour tout. On catégorise tout. Ça peut marcher, bien sûr, pour les objets de notre quotidien. Je n'ai jamais vu exactement cette chaise. Je savais qu'il fallait que je fasse là-dessus. J'avais pas besoin de faire beaucoup d'expérience avec ça. C'est extrêmement utile en termes d'économie. On n'a pas besoin de mémoriser tous les objets, tous les personnes qu'on a rencontrées. On va créer des catégories. Alors, quelles sont la définition commune? On ignore les petites différences subtiles. Voilà, typiquement, je sais que vous êtes des humains, je n'ai pas besoin de faire attention à la façon d'être habillé, etc. J'ai des grands critères. Et ça, c'est quelque chose, donc, comme je disais, extrêmement utile, mais qui a été très longtemps, jusque dans les années 90, hein, donc c'est assez récent,
considérées comme liées au langage. C'est-à-dire que comme on avait des mots, eh ben, la catégorie avait un sens. Parce qu'à ce moment-là, on avait une étiquette. Et donc des limites par rapport à cette étiquette. Et donc pendant l'enfance, nos parents nous disaient ça c'est une feuille, ah ça c'est une branche, ça c'est une feuille, ça c'est un phasme, etc. Et donc on pouvait comme ça définir les limites de notre catégorie. Donc c'était pensé très proche du langage et donc réservé en principe principalement aux humains, voire éventuellement, ça aurait été sympa, aux autres primates. Et donc les études ont commencé chez d'autres animaux seulement en 1995-1996. On s'est rendu compte, ah non, ben, les dauphins aussi, les perroquets, ah oui, mais c'est normal, ils ont un langage, etc., etc. Et on est arrivé dans les années 2000 à l'abeille. On s'est rendu compte que l'abeille, elle est aussi douée, voire plus douée que les primates pour faire des catégories. Donc, une des nouvelles révolutions qu'a apporté l'abeille, puisqu'on est passé, en gros, je pense qu'à l'époque, on était chez le chien, à l'abeille. Donc, il y a quand même un saut évolutif très important. Mais l'abeille, en fait, c'est extrêmement facile. Donc, il y a plein d'études, bien entendu. Je vous en montre une, parce que c'est une des plus récentes, et puis elle est vraiment rigolote. C'est une étude faite par des Chinois, en plus ils mettent en valeur notre culture. Ce sont des Chinois qui se sont posés la question de savoir est-ce que les abeilles, elles pouvaient différencier le style de Picasso et le style de Monet. Donc ce sont des catégories d'une certaine façon, on peut dire soit Monet ou Picasso, soit de cubisme versus l'impressionnisme. C'est une catégorie que nous, on apprend voilà, dans nos cours au collège, etc. Et donc, pour nous, même si vous ne connaissez peut-être pas tous ces tableaux, vous serez capable, vous, de dire, ah ben celui-là, c'est plutôt un Monet, ou celui-là, c'est plutôt un Picasso, grâce à notre culture. Mais c'était quand même pas si simple que ça. C'est peut-être parfois un peu difficile de dire comment. Tout simplement parce que ces deux peintres ont été très prolifiques, et en fait, leur style a quand même pas mal évolué. Si je prends Picasso, on a... je ne sais pas vous voyez ma flèche, mais on va avoir la dame, là, tout en rondeur, tout en couleur. Et après, en fait, en bas à gauche, là, on a quelque chose dans les nuances de gris, très géométrique. Pour moi, le point commun entre ces deux tableaux, il est quand même compliqué. Mais c'est par différence, avec le tableau d'à côté, qu'on dit, ah ben c'est plutôt Picasso, c'est plutôt Monet. Donc c'est quand même assez complexe. Et on ne peut pas juste juger par des raisons du fait qu'elles se ressemblent. Ce serait un peu les mêmes teintes de couleurs, les mêmes formes géométriques. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont utilisé le petit Y que je vous ai montré tout à l'heure. L'abeille arrive, cette fois-ci elle n'a pas le choix entre jaune et bleu, elle a le choix entre un Picasso et un Monet. Une abeille donnée aura du sucre sur le Picasso, l'autre abeille l'aura sur le Monet, pour dire qu'il n'y a pas de préférence innée, voilà, des peintres, c'est jamais, elles ont un goût esthétique particulier. Et donc à chaque fois qu'elles reviennent, eh ben, elles ne peuvent pas vraiment utiliser leur mémoire directe parce qu'elles vont avoir un nouveau tableau. À chaque fois, chaque tableau, elle va les voir qu'une fois. Mais du coup, le sucre sera toujours sur le Picasso. Et donc on va faire ça pendant 30 fois. Et les abeilles, la majorité d'entre elles en tout cas, ont créé cette catégorie Picasso versus Monet. Et on leur présente après voilà, un nouveau qu'elles n'ont encore jamais vu. Et elles ne se trompent pas, elles choisissent le mot. Et donc ça démontre qu'elles vont, au cours du temps, essayer de comprendre quels sont les points communs entre ces différents tableaux pour essayer de créer la catégorie. Et donc, lorsqu'on propose un nouveau choix, ils vont essayer de voir qu'est-ce qui est le plus ressemblant avec tout ce qu'ils ont appris. Donc ça, c'est quelque chose de très artificiel. Mais bien sûr, auparavant, ça avait été testé sur des choses biologiques, c'est-à-dire, ben voilà, est-ce qu'elle fait une différence entre des arbres, des fleurs, par exemple, des choses très biologiques, voilà, des congénères, des non-congénères, etc. Donc, bien sûr, elles le font dans un cadre tout à fait biologique et pertinent d'un point de vue écologique, mais nous, on peut les tester avec des choses plus artificielles pour essayer de comprendre les mécanismes derrière. Ce qui est un peu embêtant avec cette expérience particulière, c'est qu'on ne sait pas comment elles ont fait. On ne sait pas quels sont les critères, on aimerait bien les connaître. Mais sur d'autres expériences, on peut contrôler les images pour vraiment, après, les modifier légèrement, voir est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Voilà, le principe est comme ça. Donc, ok, on savait qu'elle savait faire des catégories basées sur la perception. Donc, on a voulu aller plus loin, et donc, dans le catalogue des niveaux d'intelligence que les élèves en psychologie apprennent, qui est basé sur le développement de l'humain. Parce que c'est ça aussi, c'est quoi l'intelligence? Qu'est-ce qui est un haut niveau d'intelligence? Qu'est-ce qui est un bas niveau d'intelligence? Comment on sait ça? Eh bien, on le sait tout simplement, ça a été défini par rapport à l'homme, c'est logique, c'est des hommes qui font la recherche, et ça a été défini avec le développement de l'enfant. En gros, les choses qu'on sait faire tout petit, c'est facile. Les choses qu'on ne sait faire qu'à l'âge adulte, parce qu'il y a certaines choses qu'on arrive vraiment bien qu'à l'âge adulte, ça, c'est compliqué. Et on fait comme ça tout un truc linéaire.
Et donc la catégorisation, c'est vers l'âge de 3-4 ans qu'on y arrive, donc c'est quand même déjà un peu sérieux. Et après, on a un autre niveau que je vais vous présenter maintenant, c'est plutôt vers l'âge de 7 ans. C'est la capacité à faire des concepts abstraits, c'est-à-dire des concepts qui ne dépendent pas de la perception. Un exemple de concept, c'est des relations au-dessus, en dessous, plus grand, plus petit, avant, après. Toutes ces choses-là, en fait, ça n'a pas de substance. Avant, tout ça, ça ne veut rien dire. C'est évidemment, il faut mettre des objets ou des situations l'une par rapport à l'autre. Et donc, pour le cerveau, il peut avoir ce concept-là, mais indépendamment de la perception, parce qu'il va s'appliquer sur des situations extrêmement différentes. C'est ce qu'on appelle l'abstraction. Donc, ça semble comme ça, non seulement c'est compliqué pour l'enfant jusqu'à 7 ans, mais en plus, ça semble effectivement abstrait, compliqué. Ça n'a pas l'air d'être direct entre une stimulation, un neurone. Ça a l'air d'être quand même compliqué un peu au niveau. Là encore, il faut le langage probablement pour créer ces neurones, puisque du coup, on va dire le mot au-dessus dans plein de situations à l'enfant, et il va finir du coup par créer clairement, c'est l'idée qu'on en a en tout cas jusqu'à un peu de temps, créer un réseau de neurones qui va répondre à au-dessus, mais au cours de son développement. Donc pendant cette première année de vie. Et effectivement, on voit que les chimpanzés, par exemple, vont être capables de comprendre des concepts de au-dessus, etc. Mais il leur faut des milliers et des milliers d'essais, des semaines, des mois d'entraînement pour y arriver. Donc tout cela est très cohérent. C'est quelque chose de complexe. Ok, nos proches commencent à être, ils ont des rudiments, mais probablement qu'ils n'utilisent pas. Quel était l'état de l'art à l'époque? Probablement qu'ils n'utilisent pas. Mais voilà, ils ont les bases neurales pour y arriver. Si on les entraîne artificiellement à le faire, ils vont y arriver. Mais voilà, c'est surtout quelque chose de très humain. Et c'est vrai que c'est très humain. Justement, les comparaisons, on fait ça tout le temps, comme je le sais. Avant, après, plus gros, plus petit, plus chaud, moins chaud, etc. On passe son temps à faire des comparaisons. C'est effectivement très humain. Donc, pas accessible aux animaux a priori. Et là encore, un bond. Alors, cette fois-ci, on est passé des chimpanzés aux abeilles, donc on a fait un bond incroyable, mais c'est très facile de tester les abeilles. Et donc, les abeilles, en 1 heure, elles comprennent qu'il faut utiliser le concept au-dessus pour faire les tâches. Il faut prendre l'objet le plus grand, etc., etc. Et c'est vraiment extrêmement bien. C'est très facile pour elles et ça intrigue énormément. Et donc, je vous donne juste un exemple parce que c'est le plus facile à comprendre. L'exemple des nombres. Parce que les nombres, c'est une relation finalement aussi. Et on comprend bien son critère abstrait. Je vous dis le nombre 3. On voit bien que le 3, donc des neurones qui répondraient à 3, il faut qu'ils répondent que ce soit 3 pommes, 3 personnes, que ce soit 3 filles, que ce soit 3 tables, des choses qui n'ont vraiment rien à voir dans le monde perceptif. Ce neurone, il doit quand même répondre pour nous dire que c'est 3. Ce neurone de cet ensemble de neurones, évidemment. Donc c'est quand même assez compliqué. En plus, c'est les bases des mathématiques, donc d'autant plus. Et donc, les abeilles, elles savent aussi compter. Je vais vous montrer comment on a pu le mettre en évidence. Elles savent compter jusqu'à 5. Donc, ça paraît, bon, pas énorme, mais en fait, c'est la même limite que nous. Que nous, si on n'utilise pas des mots. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., de compter séquentiellement grâce au nombre qu'on a appris petit, et bien on a la même limite. Si je vous montre, je ne l'ai pas fait là, mais une image avec, je ne sais pas, 5 billes, vous êtes capable de me dire, ah ben il y en a 5. Si je vous en montre 9, là c'est compliqué de, est-ce qu'on a 8, 10, 9? Là il va falloir les compter une à une. C'est beaucoup plus compliqué. En fait, cette limite de 5, maintenant on sait qu'elle est universelle. C'est la même limite chez l'abeille que chez l'humain, que chez la tortue, que chez le dauphin. C'est très intéressant de voir cette universalité. Donc on pense que les cerveaux ont cette limite, qu'après ça devient trop compliqué d'être précis. Et donc comment on fait? L'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser toujours notre labyrinthe, mais cette fois-ci de mettre une image à l'entrée. Donc, bon, je vous ai déjà donné un peu la réponse, vous vous doutez de ce que doit faire l'abeille. Elle doit compter le nombre d'éléments à l'entrée, et ensuite faire son choix en fonction. Donc là, il y a 3 étoiles. Pour avoir la récompense, elle doit choisir 3 ronds bleus. Bien entendu, à chaque fois qu'elle revient, on change le nombre à l'entrée. Donc elle ne peut pas juste mémoriser le nombre. On change la forme des objets, on change leur disposition, on change leur taille, on change leur couleur, on change leur densité, on contrôle absolument tous les paramètres d'une horreur. Il faut voir ses expériences. Mais on contrôle absolument tout pour qu'elle ne puisse rien utiliser d'autre qui marcherait à tous les coups que le nombre. Et les abeilles, en 1 heure, donc à peu près 30 essais, qui arrivent quasiment toutes. Ce qui nous fait dire qu'elles savaient compter avant et qu'elles comptent dans leur vie de tous les jours.
Et c'est juste qu'il leur faut 1 heure pour comprendre ce qu'on veut d'elles. Parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas leur expliquer. En plus, les abeilles vivent très peu de temps, elles vivent 15 jours en tant que butineuses. Donc, contrairement au chimpanzé, que ça fait 10 ans qu'il fait des manips dans le laboratoire avec son écran, elle, c'est la première fois qu'elle voit un labyrinthe de sa vie. Donc, vous imaginez que c'est quand même pas une fleur. Déjà, moi, je suis toujours admirative du fait qu'elle comprend qu'il y a un lien entre ce qu'il y a à l'entrée, qu'il faut faire un choix, et surtout quand elle revient à chaque fois, il faut se rappeler de ce qu'elle a fait avant. Donc, moi, je trouve ça déjà assez épatant. Et donc, voilà, et vraiment, quand on voit l'abeille faire l'expérience, on est convaincu. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle sait qu'il y a du sucre après, donc elle va passer tout droit, elle fait pas du tout attention à ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis d'un coup, elle va commencer à regarder. Bon, mais elle regarde comme ça. Et puis les abeilles, elles ont un comportement, quand elles observent quelque chose, elles font ce qu'on appelle un scan, c'est-à-dire qu'elles font du surplace, puis elles regardent un objet, un autre objet. Et à un moment donné, on voit les abeilles qui commencent à regarder là l'étoile, l'autre étoile, la troisième étoile, elles ne reviennent pas 2 fois à la même, elles n'en oublient pas, et là on se fait du bingo. Et effectivement, on a, c'est aléatoire, c'est aléatoire, c'est aléatoire, et bien elles réussissent presque à tous les coups. Elles ont eu le ah, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Donc c'est assez intéressant à voir, et c'est convaincant du fait que vraiment, elles vont compter le nombre d'objets. Et donc si on fait 6 ou 7, là on commence à avoir beaucoup d'erreurs. C'est pas qu'elles n'y arrivent plus du tout, mais c'est juste qu'on commence à avoir beaucoup d'erreurs, alors que jusqu'à 5, une fois qu'elles ont compris ce qu'on attendait d'elles, elles y arrivent quasiment à doubler. Donc voilà un des exemples, et puis on a continué, on a pu montrer qu'elles faisaient des additions, des soustractions, qu'elles peuvent associer des nombres à des symboles, qu'elles peuvent catégoriser les nombres pairs et impairs. Bref, elles peuvent faire tout ce que fait un enfant de 3 ans avant d'aller à l'école. En gros. Donc, voilà, c'est assez épatant. Et évidemment, on ne s'y attendait pas du tout à ce genre de résultat. Et ça change complètement notre conception de l'intelligence et surtout de la différence entre les espèces. Donc on y reviendra bien sûr à la fin. Donc, un autre exemple d'intelligence, là je change complètement de sujet. Alors cette fois-ci, maintenant, je mets des points d'interrogation parce que la définition de ces types d'intelligence est très complexe et donc très compliqué finalement de le tester chez l'animal parce qu'on n'a pas d'accès à sa conscience, à sa subjectivité, à ce qu'il y a dans sa tête. Donc, la métacognition, c'est quoi? La métacognition, c'est le fait de avoir conscience de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, etc. Savoir de pouvoir un regard sur soi-même. Et donc, par exemple, voilà, grâce à la métacognition, on sait, avant de répondre à une question, si on est sûr d'y arriver, si on n'est pas sûr d'y arriver, si on sait, si on ne sait pas, on a un niveau de confiance qui nous permet d'y aller ou de ne pas y aller, etc. Donc ça, c'est un des exemples de métacognition. Mais on est aussi capable de quels notre sentiment, etc., etc. Et donc, on se pose la question de savoir que ce petit insecte qu'on imaginait pendant très longtemps, et encore pour beaucoup de monde aujourd'hui, comme un stimulus, une réponse. Voilà, il ne se passe pas grand-chose dans son cerveau, c'est ah je détecte cette odeur, je sais que je dois réagir comme ça. J'ai la larve qui me demande à manger, et je lui amène à manger, et voilà, je ne réfléchis pas plus que ça. Du coup, on imagine évidemment qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'y a pas de pensée, qu'il n'y a pas de prise de décision, qu'il n'y a pas tout ça. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de l'abeille, mais on peut voir au niveau du comportement. Si c'est aussi simple que ça, on est plus complexe. Et donc ça, c'est une expérience assez simple, mais qui présente beaucoup de ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une réflexion un petit peu dans leur décision. Donc l'expérience, elle est vraiment simple, comme je vous disais, c'est sucre sur le jaune, eau sur le bleu. Donc elle doit choisir soit le bleu, soit le jaune. Elle fait une différence entre les deux. Et en fait, ce qui a été fait, c'est que ça a été mis sur une table, plein de petites pastilles, des jaunes, des bleus, tout partout, et puis on compte à chaque fois que l'abeille se pose sur une des pastilles. Sur les bleus, sur les jaunes, pardon, il y a une goutte de sucre, sur les bleus, il y a une goutte. Bon. Et donc, on peut mesurer le nombre de choix corrects et faire un pourcentage. Donc, comme il y a 2 choix possibles, 50%, ça veut dire qu'elle fait au hasard. Donc, 50% c'est au hasard, et donc ça peut aller jusqu'à 100%, celle qui se trouve jamais. Et on mesure aussi le temps de décision. Est-ce qu'elles vont très vite de l'une à l'autre, ou est-ce qu'elles prennent le temps d'observer avant de prendre une décision? Et donc, si vous regardez maintenant les petits losanges bleus, chaque losange, c'est une abeille. Et vous avez, dans l'axe des horizontales, l'axe des abscisses, le temps qu'elles ont mis pour prendre leur décision, en moyenne. Et dans l'axe vertical, l'axe des ordonnées, vous avez le pourcentage de choix correct. Plus c'est haut, plus elles sont douées. Plus c'est bas, à 50, c'est le moyen. Donc par exemple, en bas à gauche, là vous avez un losange qui est pile poil à 50 et qui met 6 secondes.
Donc ça, c'est une abeille qui allait extrêmement vite, mais qui n'a rien compris. Pourquoi pas cette stratégie? Peut-être qu'elle a récolté autant de sucre que les autres, finalement. C'est une stratégie. Mais elle a répondu. Et donc, vous avez comme ça tout un continuum de réponses, tous les losanges, là, jusqu'à l'abeille la meilleure, qui va à peu près à 80% de choix, mais qui met plus de 2 fois plus longtemps pour prendre cette décision. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu en intelligence. Maintenant, on a un choix à faire, surtout quand c'est perceptif comme ça, plus on prend le temps de regarder, moins on se trompe. Donc, on retrouve ça aussi chez les abeilles. On peut peut-être s'y attendre. Donc, ça nous montre déjà une chose, c'est qu'il y a des différences individuelles. Ça, c'est des abeilles qui viennent d'une même colonie, donc génétiquement, elles sont très proches, voire identiques. Mais il y a quand même une différence. Elles ont des stratégies, elles ont des capacités différentes. On a pu montrer qu'effectivement, il y a des abeilles intelligentes, d'autres moins intelligentes, d'autres qui sont douées pour cette tâche, d'autres pour cette autre tâche. Il y a une variabilité individuelle très forte. Il y a des personnalités chez les abeilles. Il y a des craintives, il y a des... bon, je ne sais pas comment on dit en français. Hein. Bon, voilà. Il y a vraiment des personnalités, etc. Ça aussi, c'est une découverte de cette dernière année. Et donc, ces abeilles-là, maintenant, on leur fait passer un deuxième niveau. Je vous ai parlé de la clé tout à l'heure, c'est amer, c'est pas bon. Maintenant, si elles se trompent, elles ont un goût dégoûtant sur leur processus. Et ça reste. Bref, c'est embêtant. Et on regarde comment si elles changent leur comportement ou pas. Si c'était des animaux très instinctifs, un stimulus, une réponse, je suis capable d'apprendre ça, je le fais, elles feraient la même chose. Or, ce que l'on voit, si on suit du coup maintenant, chaque losange va devenir un carré rouge, c'est toujours la même abeille, sauf qu'elle est maintenant confrontée à la clinique. Et bien on voit que toutes les abeilles vont aller vers le haut. Mais pour aller vers le haut et donc avoir moins de punitions, ça a un coût. Elles se déplacent vers la droite. Elles mettent plus longtemps pour prendre leurs décisions. Et même notre petite abeille rapide, impulsive et qui n'avait rien compris, elle passe beaucoup plus de temps, presque le double de temps maintenant. Elle s'est améliorée. Elle n'est pas devenue Einstein. Je vous disais, il y a quand même des différences. Mais elle a clairement essayé de s'améliorer. Et toutes, en fait, vont s'améliorer à un coup, à part une qui le fait plus rapidement. Voilà, il y a toujours les contre-exemples de la biologie. Mais vraiment, on voit que c'est quand même assez constant, qu'elles vont changer leur comportement. Elles vont prendre plus de temps pour la décision, pour éviter le risque de faire une erreur. Donc, ça montre. Je mis un grand point d'interrogation, je ne dis pas que c'est de la métacognition telle que nous on l'entend, mais en tout cas, il y a un mécanisme équivalent qui leur permet de savoir, là, je vais trop vite, je vais me tromper, donc je change mon comportement pour éviter de me tromper, en tout cas, moins me tromper. Autre sujet, et une des formes de conscience, c'est la conscience de soi et de son corps. Nous, on a conscience de notre volume, de notre taille, etc. Ce qui fait qu'avant même d'essayer d'ouvrir le placard qui est en haut, je sais où de prendre un truc au supermarché, je sais que c'est même pas la peine d'essayer, qu'il faut lui demander à un jeune homme grand qui serait bien besoin de le prendre. Je sais quelles sont mes limites de taille. Je sais si je vais passer dans un interstice entre la porte entrouverte ou s'il faut que je me mette de côté, etc. On n'a pas besoin de se préparer à chaque fois. Les ados un peu, parce que leur corps change trop vite, mais en tout cas, à l'âge adulte, on connaît notre corps et on n'a pas besoin de se regarder. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas, oui, ça passe, non. On a une représentation interne de notre corps. Donc c'est une forme de conscience, c'est un état mental qui nous permet de représenter notre corps. Et donc ça semble extrêmement utile au quotidien pour éviter les collisions, etc. Mais ça semble quand même assez complexe d'un point de vue des neurones. Comment les neurones peuvent représenter leur corps et puis projeter son corps, là, je peux me projeter sur cette porte, oui, je peux passer facilement, donc en plus, à distance, etc. C'est quand même pas simple. Et encore une fois, pour les programmes informatiques, c'est pas toujours simple. En réalité virtuelle, etc., c'est quelque chose qui a été long pour maîtriser et éviter les collisions, etc. Et donc, une étude par des collègues anglais ont essayé de tester ça chez des bourdons. Alors pourquoi des bourdons et pas des abeilles? Tout simplement parce que les bourdons, c'est quand même assez proche d'un point de vue phylogénétique, mais ils ont des tailles différentes. Parce que les bourdons, la reine, en fait, elle ne pond pas dans les hexagones, etc. Elle pond dans un nid, c'est beaucoup plus rudimentaire. Mais en fait, du coup, elle pond au début, puis elle va pondre les unes sur les autres. Elle fait des petits cocons les uns sur les autres. Et les cocons qui sont à la périphérie, ils ont moins de chaleur que ceux qui sont au milieu. Et donc, ça fait des bourdons moins gros. Mais génétiquement, ils sont pareils, ils ont la même nourriture, etc. Donc, ils ne peuvent pas savoir à l'avance s'ils vont être gros ou petits. Ça va vraiment dépendre de la température et c'est pas dans les gènes, donc c'est pas instinctif. Et donc, ces bourdons, bien sûr, ils ont la possibilité de développer dans leur colonie, mais ils les avaient jamais laissés sortir.
Donc ils sont dans le noir, dans la colonie, et ils ont quand même des interactions voilà, avec les murs de la colonie, avec les autres, etc. Et donc, un jour, ils les ont laissés sortir, et cette fois-ci, devant l'entrée, ils ont mis une planche à trous, avec des trous de différentes tailles. Et ils ont voulu voir ce qui se passe, ils ont tous se cogner partout, etc. Et ce qu'ils ont vu, c'est déjà qu'il y a eu aucune collision. Donc, les bourdons, spontanément, ont réussi à passer, et que les gros bourdons sont passés par les gros trous, et les petits bourdons par les petits trous. Tout simplement parce que s'ils passent tous par les gros trous, ils se seraient cognés. Et donc, naturellement, il y a une répartition comme ça. Donc, ça veut dire que déjà, avant même de sortir, ils ont conscience que eux, ils peuvent passer par ce trou, et les autres pas. Mais en plus, encore plus finement que ça, c'est pas juste les gros fumetés. Quand la taille du trou est quasiment la même taille qu'eux, c'est ce qui est montré là, et bien ils se mettaient de profil. Pourquoi? Parce que les ailes sont très fragiles. S'ils abîment leurs ailes, ils sont foutus. Donc c'est une façon de protéger leurs ailes. Et en plus, ils prennent moins de place dans ces chansons. Et donc ça, ils l'ont fait avant de se cogner. Ils regardent le trou et ils savent, ok, il faut que je le passe comme ça, ou je peux passer tout droit. Et ils adaptaient aussi leur vitesse. Donc, ils ont une conscience de leur taille. Encore une fois, sous quelle forme, je ne sais rien. Je ne sais pas à quel point c'est une décision réellement. Mais en tout cas, leur cerveau va prendre la décision de passer par le bon trou et de savoir s'il passe ou s'il ne passe pas. Mon dernier exemple d'intelligence individuelle, parce que là, tout ça, bien sûr, c'est un cycle social, mais je parle de ce que chaque petit individu, chaque petite abeille est capable de faire. Donc un autre exemple, un autre type, si on veut, d'intelligence, c'est moins d'intelligence que de la réactivité, mais c'est la capacité à avoir des émotions. Et là encore, point d'interrogation, pourquoi? Parce qu'une émotion, c'est extrêmement dur à définir. Mais il y a quand même un certain nombre de critères, et on peut essayer de les tester chez les animaux le plus possible. Un des critères, c'est ce qu'on appelle le biais de jugement, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Quelque chose de neutre, donc on a un verre, effectivement, qui est à moitié d'eau. Pour se dire il est plein ou il est vide, il peut être les deux, en fait, il n'est pas plus l'un que l'autre. Ça dépend de notre état émotionnel. Si on est stressé, déprimé, etc., on a tendance à le voir à moitié vide, si c'est pas vide, évidemment. Et à l'inverse, si on a une émotion positive, on va le voir plutôt la situation comme positive. C'est voir la vie en rose, la vie en noir, etc. On a beaucoup de choses dans notre langage, parce que c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et qui peut se tester chez l'humain, ça marche très bien, bien sûr, mais aussi chez les animaux. Et c'est un des tests qu'on va faire, par exemple, dans les élevages, pour évaluer le bien-être des animaux. Donc le texte, il fonctionne comment? Bien sûr, il y a plein de versions, mais c'est toujours le même principe. Donc là, je vous montre le principe qui a été fait chez les abeilles. On a rouge. Je vous dis que vous ne voyez pas le rouge, en fait, ce sont les odeurs, mais c'est plus facile pour moi de vous présenter avec des... Donc rouge égale sucre, jaune égale punition. Ok? Qu'est-ce qu'on fait avec du orange? C'est puni, pas puni, on ne sait pas. Et donc, ce qu'ils ont voulu contrôler, encore ce sont des chercheurs anglais, ils ont contrôlé des abeilles qui se sont dit qu'ils allaient les mettre en émotion négative en les secouant dans une boîte. Pourquoi pas? Il faut être créatif quand on est chercheur. L'avantage de ce protocole-là, c'est qu'évidemment, c'est tous ces vers, ça ne va pas leur plaire, mais ça ne les blesse pas. Donc on n'est pas dans des problèmes physiologiques, etc. Et des abeilles drôles qui ont été dans la même boîte, pourquoi pas les secouer. Et on regarde qu'elles font comme choix avec tous les intermédiaires. Et donc on voit que les abeilles stressées, elles vont sur le rouge et sur le rouge uniquement. Là où les abeilles contrôlent, elles vont sur le rouge, sur l'orange foncé et même sur l'orange. Elles vont juste éviter les 2 nuances de jaune. Donc, elles acceptent des options plus ambiguës que celles stressées. On peut le faire en sens inverse. Les chercheurs ont ciblé des émotions positives, où là c'est l'inverse par rapport au contrôle, elles vont choisir plus de choses que les contrôles. Donc là c'est un test de laboratoire. Mais dans la vraie vie, vous imaginez que ça peut vouloir dire je viens de me faire attaquer par une araignée crabe sur la fleur, ben c'est peut-être pas le moment d'aller visiter toutes les fleurs, voir ce qui se passe. Peut-être que je vais visiter que la fleur que je sais qui est sûre, que je suis déjà allée plusieurs fois et qui va bien. Et je vais peut-être pas aller voir les fleurs autour qui ressemblent un peu. Par exemple, c'est un exemple que je peux vous donner. Mais en fait, une émotion, nous, des fois, quand c'est à l'extrême, ça devient négatif, mais c'est extrêmement adaptatif. Il m'est arrivé un événement important, que ce soit faire une découverte d'une ressource que j'imaginais pas, ou me faire attaquer, j'adapte mon comportement en fonction. Je me cache, j'ai des activités, ou au contraire, voilà, il y a une source de nourriture, je m'excite, j'appelle les congénères, bref, je change mon comportement en fonction, et ça peut être de plus ou moins moyen terme. Et ça, c'est médié, chez l'humain en tout cas, par une zone du cerveau particulière, l'amygdale, et par des soldats d'hormones.
différents taux d'hormones, et ça a un impact sur notre physiologie, notre rythme cardiaque, etc., etc. Et donc, si on fait ça chez le cheval, on prend un exemple de mammifère quelconque, eh ben, on va avoir ces résultats comportementaux. On va avoir les mêmes changements physiologiques, on va avoir les mêmes hormones, et on va avoir la même activation dans le cerveau, parce que le cerveau du mammifère, il est très conservé. Donc, on finit par se dire, faire attention, probablement que le cheval, il y a des émotions proches que le chien, le chat, etc. Déjà, si on va commencer à aller sur le poisson, plus compliqué. Et encore, son cerveau, il ressemble, il va avoir un équivalent d'amygdale. Mais alors, chez l'abeille, à part ce test-là, ok, il y a des changements physiologiques, mais la physiologie, elle n'a rien à voir, les hormones, elles n'ont rien à voir, et le cerveau n'a rien à voir. Donc, c'est compliqué d'inférer son état mental. Parce que ce que l'on met dans une émotion, c'est effectivement tous ces ensembles de choses que je vous ai dit, des critères objectifs, mais en fait, c'est bien plus que ça, une émotion. La tristesse, c'est bien plus que d'avoir une baisse de son rythme cardiaque et puis une hormone qui monte. C'est tous des sentiments, des pensées, se sentir nul, etc., etc. Et donc ça, bien sûr, quand on le voit chez un de nos congénères, on va imaginer qu'il ressent la même chose que nous dans la même situation, ce qu'on appelle l'empathie. Et donc, notre empathie, maintenant, va aller à nos animaux de compagnie, parce qu'ils ont tout un tas de critères, et donc on s'imagine que le chien, il est triste et il ressent la même chose que nous. On n'en est pas sûr, mais il y a quand même pas mal de points communs. Mais chez l'abeille, on va jamais vraiment réussir à le savoir. C'est le problème de tous ces points d'interrogation, c'est qu'on peut tester des comportements, elles ont l'air de faire ça, mais ce qu'il y a dans leur tête, à quoi elles pensent, aucune idée, c'est une boîte noire. Peut-être qu'un jour, on aura le moyen de lire l'activité du cerveau et de voir quelles sont leurs pensées. On n'en est pas encore là. Mais on va se poser la question, c'est plutôt une question presque philosophique que vraiment, pour l'instant, scientifique encore. Donc, je passe maintenant à la communication et l'intelligence sociale, si vous voulez, tout simplement parce que ces animaux, ce sont des animaux sociaux. Donc, évidemment, ils ont surtout été étudiés pour leur socialité. Et il se passe évidemment énormément de choses de ce côté-là aussi. Mais comme je disais tout à l'heure, c'était important pour moi de d'abord vous montrer que même l'individu tout seul, il est déjà intelligent, il prend des décisions, il apprend en permanence, etc., etc. Donc imaginez l'échelle du groupe encore plus. Donc les abeilles sont connues pour leur langage, la danse des abeilles. On en parle parfois à l'école. Donc c'est un grand mot, hein, le mot langage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des mots, mais néanmoins c'est une communication symbolique, puisque l'abeille, elle va, quand elle a trouvé une source de nourriture intéressante, un cerisier en fleurs, par exemple en ce moment, elle va rentrer à la ruche et elle va donner cette information à ses congénères. Donc il faut qu'elle donne quoi comme information? Ce que c'est. Alors pour l'instant, on sait qu'elle peut donner l'odeur, tout simplement parce qu'elle ramène l'odeur avec elle sur ses poils, donc elles vont sentir l'odeur, elle va regurgiter un petit peu de nectar, donc les autres abeilles vont dire, ah, ça c'est du cerisier, qu'elle sent l'odeur, etc. Mais surtout, elle va donner sa localisation. Et c'est ça que la danse fait. Et donc la danse, elle fait des 8 à l'intérieur de la ruche, dans le noir, sur les cadres. Là, on voit les petits hexagones, vous avez sûrement déjà vu, si vous connaissez un peu les abeilles. Et donc, elle fait dans le noir sur les parois verticales à l'intérieur de la ruche et elle se met à frétiller là en faisant des 8 à l'infini. Et ces 8, ils sont plus ou moins orientés. Et l'orientation du 8 par rapport à la verticale, parce que j'ai voulu me mesurer ici, là par exemple cette abeille-là, le dessin que j'ai fait à gauche, c'est 45 degrés par la gauche, ça dit l'orientation que les abeilles vont devoir prendre, la direction que les abeilles vont devoir prendre en sortant de la ruche par rapport au soleil. Donc là, on est dans la dimension verticale dans le noir, donc c'est par la gravité qu'elles évaluent cet angle, et elles doivent transposer ça en je sors, je vois le soleil et je fais 45 degrés à gauche du soleil. La danse évolue en fonction que le soleil bouge. Tout est très beau. Et quand le soleil est au zénith, les abeilles ne sortent pas, parce que de toute façon, il fait trop chaud. Et donc, voilà, elles ont l'orientation comme ça. Ça ne suffit pas, il faut la distance. Et la distance, elle est codée, il y a des dialectes, hein, un peu, chaque sous-race d'abeilles a un code différent, mais elle est codée en fonction du temps qu'elle met pour tourner. Elle tourne plus ou moins vite, et il y a une espèce d'échelle linéaire, et ça nous donne la distance qu'elle va mesurer en flux optique. Donc, flux optique, c'est quoi? C'est typiquement, si le cas le plus facile pour s'imaginer ça, c'est une allée de platane, vous savez, juste un manoir. Ben, on peut en fait mesurer sa distance en fonction des alternances ombre-soleil, ombre-soleil, pendant qu'on avance. Notre cerveau va être stimulé par la lumière. Et donc, on peut dire, ben, j'ai eu 15 alternances, et ben, quelqu'un d'autre qui va prendre le même chemin, il va mesurer 15 alternances, il aura la même distance. Et donc, c'est ce que font les abeilles, elles prennent le même chemin, elles vont transformer ce flux optique
Voilà, on sait qu'elles utilisent ça comme critère, on ne sait pas comment elles font vraiment, mais on sait que c'est ce critère qu'elles utilisent. Donc elles peuvent comme ça se communiquer une localisation, c'est ce qu'on appelle latence spontanée. Mais il y a tout un tas d'autres espèces, qui en anglais on appelle abeilles aussi, mais en français non. Par exemple les bourdons, je vous ai déjà mentionné tout à l'heure. Et les bourdons, ils n'ont pas de danse. En fait, il n'y a que l'abeille à miel qui a la danse. Et les autres espèces, elles sont pas à la danse, mais quand même, elles se recrutent. Et elles ont tout un tas de façons. Ça peut être soit des phéromones, quand elles volent, elles mettent des poufs d'odeur et des autres signes. Elles peuvent juste dire qu'il y a quelque chose, elles s'excitent dans la ruche, elles disent qu'il y a quelque chose, donc elles sortent, puis essayent de trouver. Et puis, on se dit que probablement, quand on voit, par exemple, dans le jardin, il y a tout un tas de pollinisateurs différents. Et puis, il y en a des mêmes. Et par exemple, on va trouver plein d'abeilles sur les lavandes. Voire plein d'abeilles et de bourdons, ce sont les mêmes fleurs. Je disais, ça semblerait assez utile pour cette espèce sociale de ne pas chacune découvrir par elle-même que la lavande c'est bon. Mais en fait, quand elles arrivent sur un terrain, de dire, j'ai plein de bestioles là, probablement que c'est un bon garde-manger. Et donc de s'inspirer les unes des autres. Ça nous semblait assez logique. Mais l'apprentissage social est quelque chose, là encore, sur l'échelle de l'intelligence, qui est côté considéré relativement haut. Et donc, on a voulu tester ça, et comment on a testé ça? Bon, on a déjà montré sur le terrain que c'était le cas, mais en laboratoire, pour vraiment bien tout contrôler, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un bourdon qui rentrait là dans cette... Il y a un petit tunnel avec sa colonie, et peut rentrer dans cette boîte grise, qui est fermée avec une vitre. Donc, tu peux voir ce qui se passe dans la grande arène, plus grande arène. Et là, on lui montre des ronds bleus, des ronds jaunes. Et on a carrément, au début on a fait ça avec des vrais bourdons, mais c'était un peu pénible, on a carrément finalement fait des faux bourdons, mais des trucs en pâte à modeler qu'on a peint, aux mêmes couleurs exactement que le bourdon. Bon, mais ça marche. Et donc, on a mis ces faux bourdons, en les a bougés un peu quand même, face au jaune seulement, comme si ces copains bourdons n'allaient que sur le jaune. Et on sait que les bourdons de base, ils ont une préférence pour le bleu. Et donc, effectivement, par exemple, ce jour-là, on peut voir, si on lui donne le choix, spontanément, il va aller plutôt sur le bleu. Mais si il a passé 3 minutes à regarder ses congénères sur le jaune, et il change sa préférence. Même dans ce contexte extrêmement artificiel, il va aller sur le jaune. Et donc, dans la vraie vie d'extérieur, on a pu montrer qu'ils étaient extrêmement sensibles au choix des autres. Même que les bourdons peuvent apprendre des abeilles et inversement. Donc, c'est tout un écosystème extrêmement complexe, l'information se transmet. Et puis, c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire que s'ils savent déjà où aller, ils s'en fichent de ce que font les autres, etc. S'il y a déjà une densité très importante, ils vont plutôt essayer d'explorer de nouvelles options. C'est quand même assez subtil et assez bien d'organiser tout ça. Donc là encore, on peut comprendre l'intérêt, mais on avait une espèce de blocage, c'est-à-dire que c'était probablement trop compliqué pour des insectes, sinon personne n'avait étudié ça avant. Maintenant, en fait, on se rend compte maintenant. Ça dirait très bien. Et même, ça fait continuer comme ça en laboratoire jusqu'à faire des choses. Alors, c'est encore une fois des collègues anglais. Les Anglais sont très très bons sur l'intelligence animale, parce qu'ils n'ont pas tout le passé cartésien qu'on a nous. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour eux d'attribuer des émotions, la conscience à des animaux. Ça leur paraît moins choquant que chez nous. Donc, ils font beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que nous en général. Donc, bref, ils ont fait par exemple cette expérience qui a fait grand bruit. Alors, au départ, cette expérience, c'était pour tester encore un niveau d'intelligence de l'abeille. Et c'est pour l'instant le seul qui a raté. Donc, les abeilles ne sont pas quand même aussi intelligentes. Et donc, c'était quoi ce test? C'était un test très connu d'intelligence, où en fait, là, vous ne le voyez pas très bien, peut-être sur la photo, mais en fait, bon, il y a du sucre dans le rond bleu. Sauf qu'il y a une vitre en plexiglas au-dessus. Donc, ce n'est pas accessible. Et donc, vous, grâce à votre grand cerveau d'Homo sapiens, vous avez très bien compris par tirer la corde. Et voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'insight. On voit une situation, on réfléchit à la façon de faire pareil ses erreurs, et on sait quoi faire. Donc, les bourdons, ils n'ont pas compris. Néanmoins, on peut leur faire apprendre, étape par étape, les dresser. Je sais pas, on met du sucre sur la corde, donc ils vont jouer à la corde. Si jamais par hasard ils la tirent, on leur donne de récompense. Enfin bref, ça dure du temps, des semaines, c'est compliqué, c'est fastidieux, mais on peut apprendre à certains moments à tirer la corde. Et après, ce qu'ils ont fait, et qui est très intéressant, c'est que, parce que la vidéo, voilà, le bourdon avec le petit point rouge là qui a été rajouté sur la vidéo, c'est le bourdon qui sait quoi faire. Vous voyez, il fait sa petite besogne. Il a déjà appris, on l'a entraîné. L'autre, c'est la première fois qu'il vient là. Déjà, vous voyez qu'il ne va pas voler n'importe où pour explorer, il est très attiré par son copain. Il y a une attraction sociale très forte chez les bourdons. Il est très attentif à ce que fait l'autre. Comme il est très attentif à ce que fait l'autre, il va avoir la récompense. Donc, ils boivent ensemble.
Et vous allez voir que comme ils sont deux là sur cette petite goutte de sucre, ils vont la finir assez vite. Le bourdon qui sait quoi faire, c'est qu'il y a toute une rangée, donc il va aller s'approcher. Le bourdon naïf, il continue d'essayer de lécher, parce qu'on a un peu des trucs de sucre, mais il se rend pas compte que l'autre part. Et vous allez voir qu'une fois, donc l'autre va partir, voilà, il va aller faire son petit prochain, tranquillement, il vole même pas, hein, il se fait paresseux. Et l'autre, il cherche, puis d'un coup, il va se rendre compte que l'autre est parti, il va partir en courant, le rattraper pour vite, aller récupérer son sucre. Voilà, ça continue comme ça. Mais ce qui est passionnant, c'est que ce bourdon, donc c'est la première fois de sa vie, l'autre, il a été entraîné pendant des semaines, on le remet tout seul, il va tirer sa petite corde. L'imitation sociale est extrêmement importante. Et ils ont pu montrer que c'était l'imitation sociale, c'est-à-dire que si on met un faux bourdon qui tire, on met un aimant, on fait je sais pas quoi, ça ne marche pas. Par contre, en un coup, à 100% du temps, le fait d'avoir un autre individu qui le fait, ben, il va l'apprendre spontanément. Et c'est de l'apprendre n'importe quoi, c'est pas un comportement très normal. Au-dessus, là, il y a une photo, je ne vous montre pas la vidéo, mais où ils ont appris à jouer au foot. Ils ont appris à un bourdon à pousser une balle dans un trou pour avoir du sucre. Bah pareil, ils mettent un bourdon là-dedans, ils voient ce truc, et puis lui-même, il va se mettre à pousser la balle pour avoir. Donc ça peut paraître un peu idiot, mais les enfants humains, par exemple, ils imitent énormément les parents, les autres humains, de façon très idiote aussi. Il y a une expérience très connue qui m'a beaucoup inspirée, c'est une comparaison entre un chimpanzé et un bébé chimpanzé, enfin un jeune chimpanzé et un jeune humain de 3-4 ans. Une machine extrêmement compliquée avec des rouages, des engrenages, des portes, des trucs, et un adulte leur montre, ok, on tourne la roue, on ouvre ça, machin, tout un tas de procédures, et puis on ouvre la porte en bas et il y a un bonbon. L'enfant, il va faire tous les trucs. Le chimpanzé, il ouvre la porte en bas, il bon. Et ça, je trouve que ça montre vraiment typiquement l'humain. Alors ça nous emmène à des grandes choses, mais ça montre vraiment que l'esprit d'enfant humain, c'est très bon chimie. C'est pas très forte. J'aime beaucoup cette expérience. Alors, une dernière expérience dont je vais vous parler avant de conclure. Parce que là aussi, pour les gens qui ont déjà entendu parler un peu des abeilles, il y a un lieu commun qui sort beaucoup, qui est la démocratie chez les abeilles. Comment se prend une prise de décision collective? Elles sont 30 000, elles doivent prendre une décision. Comment elles font pour se mettre d'accord? Je vous rappelle juste, au cas où ce sera nécessaire, que la reine n'est pas de décision. La reine est en fait une mère pondeuse qui ne sort jamais, qui reste et qui fait que pondre. Elle est l'esclave en fait de ses ouvrières. C'est contrairement à vos idées reçues. Bref, c'est pas la reine qui décide quoi que ce soit, c'est vraiment des ouvrières et il n'y a pas d'ouvrière dominante sur les autres. Il faut vraiment qu'elles prennent une décision collective. Et un des exemples de décision qui a été fortement documenté, c'est comment l'essaim, donc quand la ruche est trop populeuse, il y a trop d'abeilles, il y a trop de place, une partie des abeilles va partir avec l'ancienne reine pour aller se trouver une nouvelle ruche. Et elles essaient. Alors, quelque chose que je me suis toujours demandé pourquoi elles faisaient ça, mais elles sortent d'abord de la ruche avant de savoir où elles vont. Donc elles sortent de la ruche, elles se mettent sur un arbre, dans un coin de fenêtre, pas loin de la ruche, et elles se regroupent toutes. Elles forment un essaim. Donc là, c'est déjà un bel essaim. En général, c'est plus petit. Et en ce moment, il y en a pas mal. Donc, nous, on en avait plusieurs dans le rucher. Donc d'un coup, on est dans un nuage d'abeilles. C'est extrêmement impressionnant. Elles passent. Elles volent toutes comme ça. Mais à ce moment-là, on ne craint rien. Elles ne vont pas juste piquer. Elles ne font que passer. Mais c'est très impressionnant. Et donc, elles sont comme ça en essaim. Et là, elles sont à la portée de tous les problèmes météorologiques et éventuellement, dans un milieu naturel un peu plus riche comme il y a eu avant, elles peuvent être attaquées par n'importe quel animal qui vont pouvoir manger les larves, etc., etc. Elles sont riches en plus de miel, elles sont gorgées de miel pour prendre des réserves. Donc, c'est un garde-manger super pour les animaux. Bref, il faut qu'elles se dépêchent de trouver un endroit pour s'installer. Et elles ne peuvent pas déménager toutes les 5 minutes parce qu'elles construisent des cadres entiers. C'est coûteux. La reine, elle va pondre dedans. Les larves, elles mettent plusieurs semaines à éclore. Donc, elles ne peuvent pas aller quelque part et dire ah, c'est pas terrible, je change dans 15 jours. En général, dans la vie naturelle, elles vont s'installer pour plusieurs années. Donc, cette décision est importante. Comment elles font pour prendre une décision collective et tant qu'à faire, la meilleure qui soit. Et il faut que ce soit la même décision pour toutes. Elles ne vont pas commencer à se splitter en plein de secondes. Et donc, ce qui est sympa quand elles font ça, c'est qu'elles vont aussi utiliser la danse. Cette fois-ci, elles ne vont pas danser à l'intérieur de la ruche, mais elles vont danser sur les congénères, sur le tas. Et donc, les chercheurs qui ont décodé cette danse, ils n'ont qu'à se poser devant les seins, filmer les danses, et ils savent, du coup, ce qui se passe en termes de communication. Et ils peuvent faire ce petit graphe comme ça. Donc, ils vont mesurer toutes les danses qu'il y a, parce que les abeilles, les butineuses, les exploratrices, comme vous voulez, elles vont partir, essayer de trouver des endroits. Parfois, elles en connaissent déjà,
de l'exploration passée, parfois elle va chercher un peu au hasard autour pour trouver un endroit, une cavité. Éventuellement une ruche qui a été mise par un apiculteur, mais bien sûr, elle a une cavité. Et elles reviennent se retrouver, elles reviennent sur les seins et elles dansent pour dire, ben là, il y a quelque chose là-bas, telle distance, telle orientation. Et donc, les chercheurs vont les suivre, ils filment les seins et ils disent, OK, et ils font ce petit dessin. Donc, chaque flèche, ça donne un endroit donné. Et donc, vous comprenez que la direction de la flèche, ça donne la direction, la distance de la flèche, ça donne la distance. Voilà, la longueur de la flèche, pardon, donne la distance. Et le point central, c'est les seins. Et la taille de la flèche, qu'elle soit plus ou moins grosse, c'est le nombre de danseuses. Donc la taille la plus fine, c'est que la qu'une seule qui danse. Plus c'est épais, plus il y a des danseuses qui dansent comme ça. Donc par exemple, au tout début, il y a, je vais dire, 6 possibilités. Mais il y en a 3 où il y a qu'une qui va danser, puis une qui a l'air d'être un peu plus dominante, il y a un peu plus d'abeilles qui dansent. Et ils étudient comme ça au cours du temps. Donc là, c'est juste un exemple donné, où en fait, en 2 jours, on voit que ça évolue. Il y a des endroits qui deviennent plus populaires, puis après ils disparaissent, etc., etc. Puis on voit qu'au bout d'un jour, il commence à en avoir un là-bas, vers le sud-ouest, qui commence à devenir plus dominant. Et d'un coup, toutes les abeilles vont danser pour ce site. Et là, après, elles se synchronisent, elles partent. Mais qu'est-ce qui se passe entre le temps juste avant, il y avait quand même encore des autres danses, et ce temps-là? Puis qu'est-ce qui se passe dans toute cette dynamique? Et donc, voilà, un chercheur, Thomas Seeley, il a étudié ça pendant 30 ans, et il a pu nous raconter tout ça. Et c'est extrêmement intéressant. Donc déjà, il y a un consensus qui se fait à partir de 70%. Comment il compte 70%? On ne sait pas, il y a encore plein de trucs à faire. Mais c'est 70% et c'est extrêmement conservé. En général, c'est vraiment entre 65 et 75, hein, c'est très... Quand il y a donc 70% des danses pour un endroit, les 30% restantes, elles arrêtent de danser, elles se mettent à danser pour cet endroit. Pour ça qu'on a parlé de démocratie. C'est le choix de la majorité. Alors, c'est pas à 50% plus une voix, comme nous, c'est à 70. Donc, ça commence déjà à être une majorité un peu plus forte, c'est un peu plus facile de se mettre d'accord, mais néanmoins, il y a 30% des autres qui disent, OK, j'abandonne mon idée, et je me joins à la majorité, parce que sinon, ils n'allaient jamais y arriver. Donc, il y a ce truc-là qui est mis en place. Mais même comme ça, comment, avec cette précise majorité, arrive-t-elle à rapidement arriver à 70%, et surtout à choisir la meilleure option? Eh bien, c'est un système de boule de neige extrêmement simple, mais qui marche très bien. C'est que chaque abeille, elle va se faire sa propre estimation de la qualité du lieu, de si vraiment il n'y a rien d'autre, au moins on est protégé de la pluie, à c'est le palace, c'est orienté au sud, c'est protégé, c'est la bonne espace, etc. Donc ça, j'imagine que c'est soit sa propre expérience, soit c'est inné, elle se fait une propre idée. Et en fonction de la qualité du site, elle va danser plus ou moins longtemps. Donc vous comprenez que si elle danse longtemps, elle va recruter tout simplement beaucoup plus d'abeilles qui vont écouter sa danse que si elle danse très peu de temps. Donc s'il n'y a rien d'autre, elle va danser très peu de temps. Mais comme il n'y a aucune autre danse, finalement elle va recruter presque tout le monde. Et ça va prendre un effet de neige. S'il y a des autres danses, elles ne dansent pas longtemps, puis qu'il y a des autres danses, elles dansent longtemps, ben, ça va être oublié. Donc il y a ce truc-là, et puis avec un effet auto-entraîneur, parce que même si une abeille se trompe, ben, les autres qui vont suivre, elles vont faire leur propre évaluation. Donc si la première abeille a considéré que c'était super, les autres non, ça va quand même se perdre. Donc en plus, il y a un effet choix de groupe comme ça. Et puis, bon, c'est une démocratie, mais une démocratie quand même un petit peu autoritaire. C'est-à-dire que si une abeille suit une danse et considère que le lieu qu'elle trouve n'est pas convenable, elle revient, elle trouve la danseuse, elle va secouer et ça veut dire tais-toi. Ça marche très bien. Donc elle ne la laisse pas, mais c'est un signal codifié qui va dire arrête de danser, je me donne une mauvaise information. Donc c'est un peu comme si on faisait, voilà, taire des voix des minoritaires, non, vous avez tort, juste vous n'avez plus la parole. Bon. Mais on a appelé ça la démocratie des abeilles. Bon, voilà un petit peu toute cette série d'exemples que j'ai voulu très large, donc ça va un peu dans tous les sens. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, tout simplement, c'est qu'on est en train de changer complètement la définition de l'intelligence et l'idée qu'on se fait du monde animal. C'est-à-dire qu'on avait une idée extrêmement claire que plus on a un gros cerveau, plus on est intelligent. Là, on est en train de nous dire que ce petit insecte, qui a un tout petit cerveau, qui vit 15 jours, il fait des trucs qu'un enfant de 3 ans fait, et puis surtout des choses qui semblent vraiment extrêmement compliquées. Donc on est en train de tout redessiner. Ça fait un groupe de recherche dans ce domaine-là, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui travaillent sur les réseaux de neurones, sur la modélisation, etc., qui sont des là. En fait, concrètement, il faut combien de neurones pour savoir compter?
Et donc, ils ne sont pas partis du cerveau humain, ils sont partis de neurones artificiels. Et ils ont fait un truc, et ben, en fait, avec 15 neurones, on arrive à compter. Est-ce vraiment si compliqué? Ça ne veut pas dire que dans le cerveau humain, on n'utilise que 15 neurones pour ça. Ça veut dire, après, on peut le faire avec 15 neurones seulement. Et donc, finalement, c'est pas si compliqué. Alors, probablement, chez l'humain, on utilise plus. Alors, pourquoi on utilise plus? Quel est l'intérêt d'avoir plus de neurones pour une même tâche? Du coup, tout ça est un débat. À quoi sert un gros cerveau? Ce qui est en train de sortir un petit peu, mais c'est pas encore prouvé, c'est que finalement, c'est surtout du stockage. Alors oui, ça permet de faire des tâches en parallèle. L'abeille, elle fait une chose à la fois. Nous, on peut faire plein de trucs. Je peux à la fois faire une multiplication d'un truc, en même temps que je sais pour connaître, et que je vais peut-être éventuellement même penser à ce que je vais faire à manger ce soir. On peut faire plein de choses à la fois. Oui, ça commence à être compliqué, mais ça, je vois bien. Mais c'est faisable, surtout pour les femmes. Donc, et ça, les abeilles, non. Elles font une chose à la fois, et à la limite, quand elles apprennent quelque chose de nouveau, elles vont oublier la chose d'avant. Tout simplement parce que c'est pas utile de se rappeler des fleurs passées, par exemple, si je reviens à la mycologie. Elles sont fanées depuis longtemps, on les oublie. Surtout quand il y a 15 jours, elles vont pas vivre la saison d'après où les mêmes fleurs vont revenir, donc ça sert à rien. Et donc nous, on peut faire plein de trucs en parallèle, c'est petit, très bien, mais surtout, on stocke énormément d'informations. En fait, la mémoire, c'est quoi? La mémoire, c'est des neurones qui tournent avec de l'information stockée. C'est des neurones qui vont pas être utilisés pour apprendre des nouvelles choses. Il faut beaucoup de place. Et ça sert à quoi la mémoire? Ça sert à la résolution de problèmes comme tirer la corde. Vous avez su tout de suite ce qu'il fallait faire. Vous avez l'impression que c'était ce qu'on a fait. Ce qu'il a fait votre cerveau inconsciemment, c'est dit, quand il y a des trucs attachés à des autres choses, en fait, ça vient avec, et donc puisque là, c'est comme ça, il a mais bon, rappelez toutes les expériences passées, vous avez déjà eu des cordes, déjà des trucs attachés, etc. Et il a exploré la situation la plus similaire et déjà ce qu'il devait faire. Et la résolution de problème, le fameux insight, que l'on appelle nous, c'est l'ampoule qui s'allume, la plupart du temps, on peut probablement l'expliquer par le cerveau qui va chercher dans son catalogue d'expériences passées. Inconsciemment, hein, c'est pas, ça n'en rappelle pas vraiment. Mais peut-être que du coup, ce type d'intelligence-là, qui n'est pas accessible aux insectes, voilà, on a montré un truc qui n'était pas accessible aux insectes, et c'est tout le coup de la mémoire, qui a aussi d'autres importances sociales, etc., mais sur l'intelligence pure. Donc ça, c'est ce qui est en débat actuellement, mais pour vous dire, c'est presque des questions philosophiques, neurobiologiques un petit peu, mais aussi philosophiques, et que ça change notre... alors ça, on n'a pas vraiment envie, mais sur le principe, ça devrait vraiment changer la façon dont on perçoit les insectes en particulier, mais probablement d'autres organismes qu'on avait limités. Je donne un exemple qui me fait penser là, c'est que on a montré que les abeilles savaient compter. Et puis, dans les 3 ans qu'on suivit, on a eu une explosion de papier. Ah, le poisson zèbre s'est compté, la salamandre, la tortue, l'ours, le chien. En fait, personne avant, il travaillait sur ces animaux-là. C'était même me poser la question que leur animal modèle pouvait compter. Mais d'un coup, ils se disaient, l'abeille, elle peut. Mon ours, peut-être peut quand même. Et en fait, on a maintenant, en gros, tous les animaux, plus ou moins, savent compter. Donc, c'est assez. Voilà, ça fait vraiment une vraie avancée dans ce qu'on imaginait de comment les animaux perçoivent le monde. Ils le perçoivent de façon bien plus complexe et structurée que ce qu'on imagine. Bref, ça me pose quand même plus de questions que de réponses. Première chose, c'est à quoi ça sert une abeille, tout ça. Donc je vais quand même nous donner des exemples, parce que finalement, si c'est adaptatif pour nous, on peut quand même trouver des intérêts. Sauf que jusque-là, on pensait que le coût cognitif en termes de cerveau, cerveau ça coûte cher, parce que les neurones, ça demande beaucoup d'énergie, etc. était tellement important que les petits animaux, en fait, ils n'avaient pas ces capacités-là, ils se débrouillaient autrement avec l'instinct, etc. Non, mais probablement qu'en fait, c'est tellement utile d'avoir de l'émotion, c'est tellement utile d'avoir une forme de métaposition, que quand même, ils le font. Puis en plus, en parallèle, c'était pas si compliqué que ça. Et donc, une façon de savoir ça, un petit peu, c'est parce qu'il y a un truc particulier avec l'abeille, parce qu'après tout, c'est quand même un animal un peu particulier. C'est un animal social qui doit naviguer très loin, qui doit apprendre des fleurs en permanence. Peut-être que c'est vraiment un insecte extrêmement particulier et que par chance, on est tombé sur le seul insecte qui fait tout ça. Donc maintenant, je fais de plus en plus d'études sur d'autres insectes. Donc je vais commencer par les insectes sociaux, les fourmis, les guêpes, etc. On s'intéresse bien sûr à la drosophile, parce que si ça marche, alors là, on peut faire plein de choses. Mais aussi, dans un autre domaine, un autre animal qui peut être considéré comme intelligent, qui est souvent la pieuvre. C'est un animal qui est intelligent, parce qu'il a aussi un gros cerveau, donc c'est pour ça. Mais en fait, scientifiquement, il n'y a quasiment rien pour faire, c'est beaucoup d'anecdotes. Et on ne sait pas, par exemple, si elle s'est comptée. On ne sait pas quel est le niveau de conscience, l'émotion, tout ça. On ne sait pas tout ça. Et c'est intéressant parce que, d'un point de vue évolutif, phylogénétique, en fait, la pieuvre est aussi éloignée de l'abeille que nous, on est de l'abeille. Donc ça fait vraiment 3 histoires évolutives différentes. Et l'ancêtre commun de tous ces animaux-là, c'est une espèce d'animal marin
qui a extrêmement peu de perception. On pense qu'il peut peut-être voir des niveaux de luminosité, mais certainement pas d'image, et donc probablement pas savoir compter. Donc c'est une évolution indépendante. Et ce qui est fascinant dans mon travail, c'est que je n'arrête pas de trouver des niveaux de convergence. C'est-à-dire que les mécanismes, les capacités, typiquement la limite à 5 que je vous disais tout à l'heure, la façon dont elle est traitée les visages, on trouve plein de points communs, alors que c'est une histoire indépendante. Donc probablement c'est la façon la plus efficace de faire ça avec un cerveau, mais ça est à réfléchir. Bref, bien sûr, la question de comment on fait avec un tout petit cerveau. Et les applications possibles, il y a déjà une première chose qui commence à marcher, c'est que ça nous aide à comprendre le cerveau humain. Pourquoi? Parce que le cerveau d'insecte est beaucoup plus simple, on peut avoir des réponses plus facilement. Et donc, après, savoir finalement comment un cerveau peut compter, et on sait quoi chercher dans le cerveau humain. Donc il y a quand même tout un... On se regarde beaucoup entre disciplines. Et puis un autre chose, je voulais parler tout à l'heure des logiciels de reconnaissance des visages. Maintenant, c'est surtout les questions des mini-drones comme ça, donc ils sont tout petits, vous voyez, là, ça taille une pièce. Et ces drones-là, le problème, pour les gens qui les constatent, c'est qu'ils sont télécommandés actuellement. Tout simplement parce qu'ils sont trop légers pour porter une grosse batterie. Donc, c'est pas qu'on n'est pas capable, parce que le smartphone est infiniment plus de capacité de calcul qu'une abeille. C'est juste que là, ils ne peuvent pas porter une grosse batterie, et un smartphone, là, ça donne beaucoup d'énergie. Mais en fait, si on serait capable de reproduire le cerveau d'une abeille, je fais ça vraiment très simple, avec les mêmes capacités de calcul, ça ne coûterait rien d'énergie et ils pourraient le mettre sur ce petit drone. Et ils rêvent d'un petit drone abeille, c'est-à-dire un drone qui peut naviguer, se repérer, ne se prend pas les murs, c'est par quelle distance il peut passer, par quel trou il peut passer, vous reconnaît, etc., etc. Donc je ne sais pas si on a envie de ça, mais eux, oui. Donc, ils s'intéressent beaucoup à nos recherches. Et l'autre impact, là pour le coup, est quelque chose sur lequel on travaille vraiment activement, c'est que ça nous a vraiment permis, toutes ces recherches-là, de comprendre qu'il y a été de problèmes avec les abeilles et les pesticides et les autres problèmes de l'environnement. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux syndrome d'effondrement d'une colonie, et à l'époque, dans les années 80-90, en fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi dans la colonie, une grande mortalité, une disparité, etc. Puisque, il faut savoir quand même, parce qu'on critique depuis très très longtemps, les produits que l'on met sur le marché, ils sont testés sur les abeilles. On les fait bouffer aux abeilles dans la quantité qu'elles doivent tomber et on regarde si elles meurent. Et donc elles ne meurent pas. Alors pourquoi la colonie d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est nos études qui montrent ça. C'est-à-dire que maintenant on sait qu'elles apprennent, elles utilisent leur cerveau tout le temps. Et typiquement, je prends toujours cet exemple. Imaginez que vous passez votre bac de mathématiques et que vous n'avez pas dormi et vous avez la gastro. Là, vous n'allez peut-être pas très bien réussir. Par contre, dans la même situation, vous devez aller faire vos courses. Ok, c'est pas facile, mais vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas vous tromper entre les pâtes et le riz. C'est une situation qui est simple. On peut faire le quotidien, on a l'air bien. Mais si on veut commencer à faire des choses compliquées, il faut vraiment être en forme. Et là, l'abeille, c'est ça qu'elle nous dit. C'est que le puceron, lui, pour mourir, en fait, il faut qu'il prenne une dose de cheval qui va complètement paralyser son cerveau. Et voilà, parce que lui, il ne fait rien d'autre que pondre et manger là où il est. Donc, et lui, il va manger la plante, vraiment, pas que le nectar, donc il va effectivement avoir une dose très forte. Et donc, ça paralyse son cerveau. Parce que les pesticides, typiquement les néonicotinoïdes dont on parle tout le temps, c'est quoi? C'est un inhibiteur de l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur. C'est la communication entre les neurones qui est bloquée. Petite parenthèse, on a les mêmes. Hein. Sauf que nous, on a des doses très faibles. Mais c'est quelque chose qui est universel, la communication entre les neurones par l'acétylcholine. Donc, on bloque les neurones du puceron ou de n'importe quel ravageur. Donc, il ne peut plus bouger, donc il meurt. L'abeille, elle a l'air bien parce que c'est une dose plus faible. Sauf qu'on la relâche dans un environnement qu'on ne connaît pas, là, on vous la suivre avec une petite vingtaine, montre. Et bien, l'abeille qui n'a pas mangé de néonicotinoïdes, et bien, ok, elle utilise sa boussole, elle va à peu près dans la zone qu'elle connaît, et puis elle suit les routes, les platanes, la maison du fermier, et elle retrouve sa ruche. Les abeilles qui ont mangé des néonicotinoïdes, elles volent tout aussi bien, elles utilisent leur boussole, c'est quelque chose de facile à dire, mais elles continuent tout droit, et elles ne rentrent jamais la ruche. De la même façon, on a pu montrer qu'elles ne font plus la différence entre une odeur de fraise et de banane. Elles sont plus capables d'apprendre jaune versus bleu. Donc c'est des choses assez subtiles, mais évidemment, dans leur vie, elles n'arrivent plus à collecter de la nourriture, etc., etc. Et puis du coup, il y a un effet cocktail avec tous les autres problèmes qu'il peut y avoir dans l'environnement, la malnutrition, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle les sentinelles de l'environnement. Elles sont sensibles à toute perturbation, tout simplement qu'il faut qu'elles soient vraiment super bien pour réussir leur job. Il faut vraiment qu'elles soient en bonne santé.
Et en plus, ben, comme les apiculteurs nous maintiennent, on a une information s'il y a une mortalité importante d'abeilles par rapport à d'autres insectes, par exemple. Donc en plus, on peut suivre ce qui se passe. Et typiquement, il y a quelques années, dans les Pyrénées, d'un coup, on a eu perte beaucoup de colonies. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un nouvel antibiotique qui était utilisé dans les élevages et qui passait dans les eaux des abreuvoirs. Et les abeilles se buvaient dans ces eaux-là. Et du coup, ça entraînait ce problème-là. Mais tout un tas d'autres animaux buvaient dans ces eaux-là. Et donc, le fait de voir ce problème-là, on a pu enlever cet antibiotique pour améliorer la biodiversité. Bref, c'est tout le... Mais voilà pourquoi, en fait, l'abeille est si sensible qu'on parle autant d'elle. Voilà, et enfin, pour vous montrer un petit peu plus de recherche, c'est que voilà, comment on va étudier le cerveau de l'abeille. On a un système, maintenant cette image un peu vieille, on a un truc un peu plus moderne, mais où l'abeille, elle est attachée, elle a un gros joystick sous elle, et donc elle peut bouger le joystick avec ses pattes, se déplacer dans un environnement virtuel, faire des choix, là, entre jaune, bleu, ou compter, et en même temps, elle a enregistré son cerveau avec un microscope, parce qu'elle a un petit cerveau, mais voir l'activité, de la même façon que vous voyez un IRL. On peut faire voilà, toutes ces choses-là pour essayer de comprendre comment ça fonctionne dans sa petite tête. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Une chose qui m'impressionne du point de vue de l'apprentissage des abeilles, c'est quand on modifie la position de la ruche, quand on déplace la ruche. Un apiculteur, une fois, m'a dit, si on les déplace d'un kilomètre, aucun problème. Elles se rendent compte que ça bouge un peu, que ça a bougé, elles commencent à tourner un peu autour, et puis elles s'y retrouvent. Par contre, si on a des classes d'un mètre ou deux, là, elles n'y arrivent plus. C'est ce que m'a dit un apiculteur. Hein. Alors là, vous avez le droit de me dire le contraire. Absolument, c'est vous. Bon. Même si on regarde que le phénomène de bouger loin, est-ce que c'est certaines abeilles qui comprennent l'entourage, le changement, ou est-ce que c'est toutes les abeilles qui doivent apprendre, faire l'apprentissage indépendamment et ça me paraît de toute façon être autrement plus compliqué que de compter jusqu'à 5. Donc, oui, alors, effectivement, ça dépend vraiment le lieu où on les met, et c'est pas toujours simple pour l'apiculteur de le savoir. C'est-à-dire que les abeilles, elles ont une zone de chasse, si on veut. Et donc, si ce fameux 1 km, c'est un endroit où elles ont l'habitude d'aller, en fait, elles peuvent très facilement mettre à jour leur carte, parce qu'elles connaissent déjà l'endroit, l'environnement, et elles savent que ça a été déplacé, parce que justement, ça ne ressemble plus du tout à l'environnement de la ruche. Donc, en fait, elles effacent ces informations qu'elles avaient avant, et elles aident de comprendre les repères. Ah oui, je connais cet endroit, et elles placent la ruche dans leur carte mentale à ce nouvel endroit. Lorsque c'est très proche, en fait, ça ressemble beaucoup. Et donc, pour elles, c'est un peu comme s'il y a un arbre qui était tombé. Et donc, ok, il faut qu'elles réapprennent, mais. Et là, du coup, parfois, ça prend un peu plus de temps. On se dit, arrive, elles vont quand même la trouver, c'est vraiment quelques mètres, elles vont la trouver. Effectivement, elles ont tendance à tourner, parce que pour elles, c'est tellement similaire, et c'est pas naturel, hein, une ruche bouge. Il faut savoir ça, elles sont pas évoluées pour ça. C'est tellement similaire que c'est juste que c'est, ok, il y a un truc dans l'environnement qui a changé, puisque je ne trouve pas la durée là-bas. Donc, dans un cas naturel, ça pourrait être un arbre qui tombe, par exemple. Et donc, je dois, par essai-erreur, voilà, faire des ronds de plus en plus grands jusqu'à ce que je bouge, etc. Donc, c'est parfois un peu plus compliqué que là, on les a vraiment beaucoup bougés. Là, ok, mon information passée, elle ne sert plus à rien. Par contre, est-ce que je connais la zone ou pas? Si on les déplace trop loin, ça prend plusieurs jours. C'est-à-dire qu'elles doivent recommencer à faire les vols d'orientation. Parce que là, elles ne connaissent pas du tout l'environnement, donc elles ne vont pas prendre le risque de partir de la ruche, elles vont se perdre. Donc là, avant d'aller butiner, elles vont commencer par faire des vols d'orientation, ce qu'elles font normalement quand elles commencent à être en âge de butiner, c'est-à-dire pendant 2-3 jours, elles tournent autour de la ruche avec des ronds de plus en plus grands et elles prennent en plus des photos, des repères de leur environnement. Donc oui, il peut y avoir des différences très importantes suivant où on les place, mais à cause de ce mécanisme-là. Donc ce n'est pas complètement impossible, mais quelqu'un d'autre à 1 km va trouver qu'elle se perd totalement, et d'autre part, ça dépend si c'est une zone qu'elles connaissent déjà. Voilà. Et effectivement, dans des cruchers, on a beaucoup de problèmes d'abeilles qui vont se tromper de ruche, etc. Donc souvent, les apiculteurs essayent de les mettre une couleur différente, etc. D'avoir des repères sur la ruche pour pas qu'elles se trompent. Oui, merci beaucoup, c'était absolument fascinant, bien sûr. La question, c'est de catégorisation. Donc,
Dans les expériences classiques de séparation entre les chiens et les chats, les jeunes enfants y arrivent sans avoir besoin de millions d'exemples. Oui. Avec les réseaux de neurones, on a besoin de milliers, de millions d'exemples pour y arriver. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les abeilles avaient très peu de neurones et y arrivaient quand même. Oui. Est-ce que ça veut dire que les chercheurs en intelligence artificielle n'ont pas été assez malins pour trouver des moyens de le faire? Oui, ce que manque beaucoup l'intelligence artificielle, c'est cette histoire de hiérarchisation. C'est que, on commence maintenant, hein, mais c'est en train, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, les neurones, ce qu'ils vont faire, c'est de trouver des similarités. Mais en fait, ce que notre cerveau fait, et probablement le cerveau de l'abeille, c'est que de ces similarités, il crée des objets. Donc, et donc, après, il n'y a plus besoin de voir les similarités au sein de cet objet, ça devient un truc, on fait une économie cognitive. On enlève toutes les synapses, ok, maintenant, c'est ok. Et donc, on a un truc hiérarchique comme ça, qui nous fait avancer beaucoup plus vite. Et donc, effectivement, un réseau de neurones classique. Mais en fait, il va le faire assez facilement parce que oui, il y a plein d'interactions, mais comme ça ne coûte pas grand-chose, finalement, il n'y a pas eu une motivation très forte non plus d'améliorer ça, cette efficacité, puisque c'est des millions d'interactions, en fait, il va le faire en quelques jours. Quand même, Mais, si on pouvait, oui. si on pouvait mettre en place des réseaux. Mais il y a beaucoup maintenant de recherche. Sans avoir besoin de millions d'exemples. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça un peu que tous les gens qui font de la cognition computationnelle essaient de comprendre. Et donc, ce que moi, je comprends de ça, c'est qu'effectivement, nous, on fonctionnerait, alors on n'a pas les preuves neurobiologiques, c'est juste la façon dont on fonctionnerait avec des hiérarchies, c'est qu'on crée des sous-objets. Et après, on élimine en fait toutes les informations à l'intérieur du chien et du chat. Et donc, ça va plus vite. On peut monter plus haut. Voilà, faire des choses qui ont du sens. Donc, c'est tout ce qui est bayésien, etc. Mais les réseaux de route vont y arriver assez rapidement. Mais pour l'instant, c'est ça la petite différence. Et probablement que le cerveau de l'abeille, du coup, a cette capacité de créer des objets. Bonjour. Oui, c'est vrai, à chaque fois qu'on apprend des choses sur les animaux, on est toujours surpris. Comme vous l'avez bien illustré, c'est assez spectaculaire. Ouais. Alors, je voudrais poser une question qui va avoir votre avis sur la chose suivante. C'est que, par exemple, sur les grands singes, on a découvert il y a longtemps, moins de 30 ans, par exemple, qui font de la politique, ils ont des stratégies d'alliance, etc. Pour Franz, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Franz de Waal. Et alors, je vais prendre l'autre extrémité, parce que là, vous dites 1 million de neurones, hein, 5 grandeur, c'est pas grand-chose par rapport à nous. Si on passe à l'autre bout, c'est le dans le vert, Nemapod, qui a exactement 309 neurones pour 900 cellules. Je vois comment vous voyez les choses, parce que ce petit, c'est rien de neurones, ça leur permet de vivre, de manger, de se reproduire, etc. Comment vous percevez, avec votre expérience, comment vous ressentez ce problème? C'est assez magique, finalement. On peut même aller encore, alors parce qu'encore au moins il y a des neurones, et donc on sait que déjà par rapport à l'abeille et le mammifère, c'est qu'en fait elle va réutiliser les mêmes neurones pour différentes choses, donc c'est aussi vraiment, on voit qu'il y a une ingénierie évolutive, quoi, de vraiment optimiser les circuits, et puis il n'y a pas de noir, c'est élégant, c'est pareil, très très peu de mémoire. Donc oui, après c'est élégant pour l'instant, compter, l'émotion, tout ça, bon, peut-être qu'on va trouver, pour l'instant c'est quand même... Mais oui, voilà, c'est que du coup il y a une efficacité très grande qui limite la stupidité, mais qui permet de fonctionner. Donc, effectivement, si moi je prends un exemple, le circuit de la récompense, dans le circuit dopaminergique que l'on a chez nous, ce qui est quand on a des drogues, mais aussi quand on fait du sport, quand on mange un truc, quand on fait la bombe, etc. Chez nous, c'est plusieurs centaines de neurones. Chez l'abeille, ça fait la même chose avec un neurone. Alors, probablement que plusieurs centaines permettent d'avoir des choses plus subtiles, mais à la fin, ça nous dit j'aime ou j'aime pas. Et donc là, il y a une économie vraiment. Et donc chez Elegance, j'imagine que ce sont des fonctions qui déjà, typiquement la vision. La vision, vous avez vu la zone de la vision chez l'abeille, c'est très gros. Mais c'est Elegance, il voit presque rien. Et la vision, c'est compliqué parce qu'en fait, pour détecter une image, comprendre les informations dans l'image, savoir qu'est-ce qu'il y a un objet, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, sortir du fait, c'est extrêmement compliqué la vision. Donc rien que ça, on peut faire l'économie en diminuant notre perception. Et il va travailler. Il n'est pas très bon pour faire des différences entre différentes odeurs. Par contre, il est bon pour des gradients. Vous avez un gradient, c'est assez simple. Voilà, il y a des choses où il va simplifier beaucoup sur la perception, que ça coûte cher en neurones aussi, et puis sur la mémoire, et comme ça, on arrive à faire des choses assez efficaces. Et pour aller à l'autre extrême, on a dans notre laboratoire, vous l'avez déjà entendu parce qu'elle est extrêmement fameuse, Audrey Dusautour avec son blob. Et le blob, c'est quoi?
un myxomycète, donc c'est une espèce de champignon, ou même pas, elle va dire des noms. Mais en gros, c'est une espèce de grande cellule, c'est un peu flasque, une grande cellule, mais c'est une cellule, donc ça peut faire plusieurs mètres carrés. Mais c'est une cellule, il y a des noyaux, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de. C'est une cellule, et quand même, cet organisme-là, il va pouvoir résoudre un labyrinthe, il va pouvoir prendre des décisions, il va pouvoir apprendre des choses. Alors, on n'est pas du tout au niveau de ces élégances, vous savez, il y a des processus quand même de décision, je ne sais pas comment ça marche. Mais oui, on n'arrête pas de repousser les limites de l'intelligence, et puis surtout, c'est pour ça que je dis maintenant, la taille du cerveau, en fait, il faut vraiment qu'on la conçoive différemment, parce que ce n'est plus un indicateur de ce qu'on appelle l'intelligence. Alors qu'on change la définition de l'intelligence, etc. Mais oui, tout est en train de bouger, là. Il y a beaucoup de nouvelles limites à prendre en compte, mais voilà, continuer nos recherches pour comprendre. Alors, une petite question, on remarque, là, vous avez pris l'âge de 7 ans pour accompagner l'enfant, ça c'est l'âge que donne Piaget Oui. pour effectivement. Et que j'ai moi-même, parce que typiquement l'expérience de compter, je la fais très souvent au muséum ou autre, des petits ateliers, où je présente la même chose, je pourrais raconter l'anecdote avant de finir votre question. Et les parents, ils sont horrifiés parce que depuis les enfants jeunes, ben, en plus ils parlent, vous savez, ils vont dire ah tiens, c'était une étoile tout à l'heure, ah ben là, c'est la même couleur, ça doit être ça et tout ça, et jamais ils pensent à compter. Et les parents, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que pour nous, c'est tellement évident. Parce que nous, notre cerveau d'adulte, il fait la comparaison avant même de voir la couleur et la forme. On est venu à un niveau au-dessus. Maintenant, pour nous, les relations sont plus importantes que les corps, mais pas chez le petit enfant. Et effectivement, il n'y a pas cette limite de 7 ans où c'est déjà une évidence. Donc voilà, pour dire Piaget, bien sûr, l'avait démontré avec beaucoup d'études, mais c'est pas possible. Ça veut dire que globalement, finalement, les abeilles ils sont adaptés pour effectivement se reproduire, et donc ils font en très peu de temps ce qu'en font nous, qui ne veut pas beaucoup de temps, parce que pour se développer, en gros, on a autre chose à faire. Voilà, hein. C'est un peu ça finalement, tout ce qui dégage de contexte des émissions. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est l'utilité de ce long développement, d'avoir autant de neurones pour faire quelque chose qu'on pourrait faire à un neurone. C'est là maintenant le nouveau défi, comprendre en fait la complexité de notre cerveau. Qu'est-ce que ça nous apporte réellement comme avantage adaptatif? C'est pas si évident. Mais on rigolerait plus probablement, parce que encore une fois, le cerveau coûte cher. Et puis ça a entraîné cette mortalité, parce que vous savez que la taille du cerveau du bébé, c'est ce qui fait une mortalité extrêmement forte, donc qui n'est plus le cas maintenant, mais à la naissance, parce que c'est compliqué d'accoucher. Et donc c'est un coût vraiment sur le fitness de l'humain très important. Donc il faut qu'il y ait un avantage. Autre question, là? Bon, on va remercier Aurore. Merci à vous. Merci.